Salut à tous les amis, c'est Wally Soltani aux commandes les gars, toujours moi. Aujourd'hui nouveau format spécial. Aujourd'hui les gars c'est pas un débrief. Comme vous pouvez le voir on est plusieurs aujourd'hui. Nouveau concept sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une émission. Et pour cela, tout d'abord l'émission elle s'appelle Ça joue. Voilà parce que ça joue c'est l'expression qu'on utilise couramment dans un terrain de foot. Pour une émission il faut des chroniqueurs, il faut des participants. Et pour cela j'ai convoqué 3 chroniqueurs qui seront les chroniqueurs permanents. En premier, je le présente même plus sur ma chaîne, c'est bien sûr le seul, le grand, Momo parle de foot. Comment il va, Momo? Salut Walid, salut, j'espère que ça va. J'espère que Elliot et Léo vont bien. Voilà, donc voilà, un présent sur la chaîne encore, hein, toujours. Toujours toi, Un hein? nouveau format, donc ça fait plaisir. Encore toi, fumier? Toujours? Ah, toujours. Toujours. Toujours dans les nouveaux concepts, toujours dans les Et pour les nouveaux, quoi comme réseau à présenter pour les gens où on peut te suivre? Bah moi j'ai ma chaîne YouTube, hein, donc t'en avais fait la promotion, j'étais intervenu sur quelques-unes de tes vidéos, on avait parlé notamment, c'était la Coupe du Monde, etc. Donc Momo parle de foot. Et sur TikTok aussi je suis présent aussi, donc Momo parle de foot sous le même pseudo, donc voilà, n'hésitez pas à venir vous abonner. Donc les gars, abonnez-vous, je vais mettre bien sûr en même temps sur la vidéo dans la description. Et en plus de Momo parle de foot, je suis accompagné de mon ami Elliot. Comment tu vas, Elliot? Salut tout le monde, salut la chaîne YouTube, c'est un plaisir. Franchement, Walid, c'est mon frérot. Il m'a appelé, il m'a dit viens, on fait une émission et tout. J'ai dit oui direct. Et franchement content quoi. Et sur quoi on peut te retrouver, Elliot? Moi sur Twitter, Benit900, c'est là où je parle de tout, tous les sports quasiment, vous verrez plus tard. Mais voilà, Benit900 sur Twitter et c'est tout quoi. Et Momo, on sait déjà il est pour quelle équipe environ, mais toi, t'es plus quoi? T'es plus Marseille, Paris, Lyon, un autre club? Non, moi je suis Marseillais comme Momo, c'est logique, c'est la meilleure équipe. Voilà, Lyon, qui est pour Lyon en 2023 Bah, qui est pour Lyon en 2023? On reviendra plus tard sur ça, il y aura un sujet. Bah, Elliot, il présente très bien le prochain interlocuteur, le prochain interlocuteur qui est Léo, mon ami Léo, le Lyonnais. Comment ça va, Léo? Bah écoute Walid, ça va super, hein. Merci de l'invitation, merci de m'avoir proposé. Ça va rajouter un peu de piquant dans le débat parce que là avec des Marseillais, donc bon, faut bien un peu de confrontation, ça fera pas de mal. Ouais. Rares sont les Lyonnais. D'avoir de la confrontation sur le terrain contre l'OM, t'en auras peut-être ici. Ça commence. Ça commence fort. Et Léo, sur quoi comment on peut te retrouver sur Internet? Bah sur Insta, phrase de foot, sans phrase sans S, où tous les jours je poste des citations sur le foot d'actualité ou du passé un peu légendaire. Et sinon, bientôt sur Twitter, là je vais m'en charger, et là on va parler sérieux de foot là. Ok. On va être bien. Donc je vais remettre le arrobase comme j'ai fait pour Elliot et Momo. N'hésitez pas à vous abonner les gars, c'est très important. Voilà, ils viennent, c'est mes amis, c'est des bons. Voilà, donnez la force à eux, donnez-leur beaucoup de force. Et on va commencer les gars tout simplement l'émission, bien sûr émission de foot, mais on va pas que parler de foot, vous allez voir avec une petite chronique spéciale. Et commençons par le sommaire. Bien sûr, comme vous pouvez voir, il y a 4 parties avec les chroniques qui se glisseront à l'intérieur. La première partie du sommaire consacrée à l'OM. Pas forcément l'OM, mais le classique qui a eu lieu mercredi dernier. Donc voilà, on va revenir sur le classico qui a eu lieu en Coupe de France OM-PSG à 21h10 sur France 3. Et la question du jour, ça va être, est-ce que c'est le meilleur classique que vous avez vu, tout simplement. Donc les gars, on va revenir tout simplement sur le classico, un léger retour, léger débrief. Donc je vais vous demander chacun de dire ce que vous avez pensé du match. Donc on va commencer par toi Léo, le petit lyonnais. T'as pensé quoi de ce beau classico OM-PSG, mercredi? Beaucoup d'intensité, ça partait des deux côtés, même si l'OM était meilleur. Ça, faut le dire direct, le PSG était pas dedans, ça jouait mal, ça a du mal à sortir. L'OM, ils ont bouffé tout simplement. De la première à la dernière minute, ça allait chercher haut, c'était un pressing bien constant, bien tout d'or, comme on commence à le connaître avec l'OM. Donc en tant que spectateur neutre, c'était un beau match à faire plaisir. Et en plus de ça, ça a éliminé un des deux favoris. Donc en tant que Lyonnais, qui nous aussi nous sommes qualifiés, c'est un... Ça commence. C'est un concurrent en moins dans la coupe. Donc très, très beau match, très content. Elliot, quelque chose à rajouter? Non, franchement, c'était un super match. J'ai enfin trouvé une équipe de Marseille qui était là dans les gros matchs. C'est un peu comme la première mi-temps à Tottenham, je trouvais. C'était une très bonne équipe. Les 11 joueurs ont été bons, ça, faut le signaler. Même les entrées, Caboret, franchement, j'attendais pas ça de lui. Mais franchement, un très beau classique. Après, de là à dire, est-ce que c'est le plus beau classique que j'ai vu? On va doucement.
Mais c'est un très bon classique et un très bon match entre deux bonnes équipes. Quoi. Franchement, bien. Et toi, Momo, un petit mot? On sait que t'aimes beaucoup Bah, l'Olympique de Marseille. en tant que supporter de l'OM, c'est le plus beau classico que j'ai vu dans ma vie. Il y avait tout, il y avait de l'intensité, il y avait du rythme, on avait vraiment des joueurs très motivés, il y avait un public qui était aussi vraiment présent et l'impact du public, c'est vraiment très très important dans ce genre de match. On est allé les chercher eux, on savait qu'il n'y avait pas Mbappé, donc on ne prenait pas le risque de se prendre derrière. Donc on a réussi à emballer le match très très vite. Donc oui, c'est le plus beau classico que j'ai vu dans ma vie, surtout qu'on a pris énormément de danse dans le passé. On a été très frustrés par le classico dans le passé. Et là, c'est l'extase. Vraiment, c'est peut-être le plus beau jour de ma vie en termes de football, ça c'est sûr. Côté OM, qu'est-ce qui vous a plu et quel joueur vous a plu? Bah, moi, ce qui m'a plu, c'est dès les premiers instants, pressing super haut du ballon. Ça a asphyxié autour de la surface. Donnarumma, la défense, ils étaient aux abois. De toute façon, Marquinhos, ça fait depuis le Real l'année dernière, on sait plus qui c'est là, c'est Marquinhos. Enfin, on l'a totalement perdu. Et si je devrais ressortir un joueur de tout ça, bah, si je devrais dire un joueur, ce serait plus le milieu. Enfin, pas un joueur en global, milieu de terrain, vraiment, en global. Pour moi, c'était l'apace du match. C'est là où ça jouait. Parce que sans Mbappé, il y avait des boulevards derrière, mais avec Messi et Neymar, ils ont plus leur vitesse de leur jeunesse. Donc, la défense, elle n'avait pas trop de soucis à se faire là-dessus. Ils pouvaient presser haut, monter haut, le bloc bien haut, compact, haut. Et le milieu, ils ont su bien contenir le milieu parisien qu'on n'a pas vu, inexistant. Donc je pense pour moi, ça a été la clé du match. C'est vrai que Carlos Soler, Vitinha et Verratti, j'étais pas trop en vue. Encore Verratti, ça va, mais les deux autres, c'était vraiment inexistant. Et toi aussi, Elliot, pour toi, c'était le milieu de terrain la clé de ce match? Moi, le milieu de terrain, notamment un joueur, mais il y a un ami à moi qui va s'en charger, Momo sur Rongier. Mais c'est surtout un joueur en défense. Samuel Gigot, qu'est-ce qu'il a été fort. Dimanche soir dernier, il a pris Mofi dans sa poche, et là, il avait Messi dans sa poche. C'est en une semaine, c'est un vrai guerrier, un vrai bonhomme, un vrai Marseillais. Ça se sent. C'est des mecs, ils ont l'ADN de Marseille. Gendouzi et Gigot. Des mecs, ils vivent pour le club. Ils se cachent pas. Et franchement, là, la défense monstrueuse. Et non, bien aimé le match en globalité, mais Gigot m'a fait une grosse impression. Gigot, c'est à l'image de son geste en fin de match sur Ramos. Il a mis la main. Ça décrit clairement l'amour qu'il a pour le club et voilà à quel point il se donne. Et voilà, je suis d'accord avec vous sur le fait que le milieu de danse de l'OM a bouffé celui du PSG. Voilà, on n'a pas peur de dire les mots. Et Gigot aussi a fait sa performance en défense, ce qui a été bénéfique pour l'Olympique de Marseille. Et maintenant, on va passer... Mais dis-moi. Je peux rajouter un truc. Le choix de Tudor de mettre Rongier en centrale, parce qu'il n'avait pas Balerdi, très très bon choix. Il savait qu'il n'y avait pas de profondeur avec Mbappé. Il a mis Rongier, ça, franchement, Tudor sur ce match. Merci Tudor. Voilà. On peut l'avoir critiqué. J'étais le premier à l'avoir critiqué face à Tottenham. Je suis le premier à dire qu'il a été monstrueux la soirée. Ah, c'est clairement une masterclass de Tudor. Hein. Et dis-moi, Léo. Bah moi, juste petit aparté PSG, vraiment c'était le néant. On les a pas vus et la seule lumière, le peu de lumière qu'il y a eu, elle venait d'un 2006. Warren Zahir Emery, pardon. C'est le seul. Ouais, c'est le seul qui a cette chose. Le PSG, c'est très inquiétant. Hein. Là, ça va jouer contre le Bayern. Moi, je trouve ça extrêmement inquiétant d'afficher un niveau aussi faible. Bah, j'y viens tout simplement. Côté PSG, Momo, est-ce qu'il faut appuyer sur l'alarme incendie à J-2 du choc contre le Bayern? Mais l'alarme incendie, il faut appuyer dessus depuis le 1er janvier. Hein. Ils avaient perdu contre Lens là-bas, ils ont perdu contre Rennes. En fait, ces équipes-là, elles ont juste montré que pour battre le PSG, il fallait ne pas avoir peur d'eux, il fallait aller les chercher. Le problème qu'on a eu avec le PSG pendant des années, c'est qu'on les a beaucoup trop respectés. Là, on a enfin des équipes qui sont joueuses, qui ont du budget, qui vont chercher des bons joueurs. Lens, Rennes, Monaco, Marseille, et c'est des équipes qui vont les chercher très très haut. Là, contre le Bayern, ça va être la même chose. Donc, à partir du moment où cette équipe-là est mise en danger, à partir du moment où on va la chercher, voilà, c'est très très compliqué parce qu'il n'y a pas de rythme. Les joueurs jouent dans un fauteuil. Donc oui, il faut clairement tirer l'alarme incendie parce que le Bayern, c'est pas le problème, c'est pas Monaco. S'ils peuvent en mettre 7, ils en mettront 7 et c'est très très inquiétant pour la Ligue des Champions, vraiment. Dis-moi, Léo. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est qu'ils se reposent sur des individualités. C'est vraiment... on sent que dans les matchs, c'est uniquement Neymar, Messi. Bon, quand il y a Mbappé, mais c'est des individualités. Il n'y a pas de plan de jeu. Galtier, honnêtement, à Nice, bon, ça ne jouait pas. Mais il y avait une identité, là il n'y a rien. C'est vraiment des joueurs qui prennent le ballon, Neymar,
c'est une frappe. Là, il met le poteau, il a failli marquer. Mais franchement, il n'y a pas grand-chose. C'est inquiétant. Ouais, J-2 du Bayern, ça va être compliqué. Mais je pense quand même qu'ils vont se qualifier. On connaît pas le PSG. Quand ils sont en mauvaise forme, avec un manque de joueurs, ils sont tout le temps présents. Donc honnêtement, je pense qu'ils vont se qualifier. J'ai du mal à croire. J'ai du mal à croire que cette équipe puisse se qualifier. Je pense pas qu'en 3 jours tu puisses changer de niveau comme ça, surtout quand tu vas affronter le Bayern. Avec Mbappé, je t'aurais dit peut-être. Mais là. Attends, il est dans le groupe, hein. Mbappé peut-être pressenti pour jouer. Ouais, comment va-t-il jouer? On en parlera après, les gars, du choc face au Bayern. On parlera du moment de la LDC. Et là, l'occasion de parler de OM-PSG, c'est bien sûr l'occasion de faire la transition sur la chronique de Momo. Ça s'appelle le plaidoyer de Momo, les gars. Alors, mon plaidoyer, donc j'en ferai souvent d'ailleurs des plaidoyers, je vais à chaque fois plaider pour une cause dans le football. Là, je plaide pour Valentin Rongier en équipe de France. Ça fait longtemps que j'en parle, j'en avais parlé aussi sur YouTube il y a quelques temps. Je trouve ça dommage, je trouve pas ça scandaleux, mais je trouve ça dommage que Valentin Rongier soit pas appelé en équipe de France. C'est un joueur qui a commencé à Nantes, ça fait des années qu'il est en Ligue 1, ça fait des années qu'il fait partie des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1, il est extrêmement régulier, il fait pas de bruit. C'est un joueur qu'on n'entend pas, quand on l'entend c'est pour dire des choses positives en zone mixte. C'est un joueur qui fait son taf au milieu de terrain à l'OM. Quand je vois que Deschamps a appelé Youssouf Fofana de Monaco, on respecte énormément Youssouf Fofana, c'est un très bon joueur, mais je me pose la question, pourquoi est-ce que Rongier n'a pas été appelé si on appelle Fofana, si on appelle même Veretout, Guendouzi. En fait, au milieu de terrain de l'OM, chez les Français, le meilleur c'est Rongier. Et sur les 3 milieux de terrain français, les 2 qui sont appelés, c'est ses compères, Guendouzi et Veretout. Et moi, comme j'ai dit, je trouve pas ça scandaleux, mais je trouve ça vraiment dommage. Pourtant, c'est le genre de profil que Didier Deschamps apprécie tout particulièrement. Ça veut dire que c'est un profil de joueur qui récupère des ballons, qui est très très travailleur, qui est très très rigoureux dans le milieu de terrain. Et donc, je m'interroge pourquoi est-ce qu'il n'a pas toujours été appelé. On connaît l'affection aussi de Deschamps pour les jeunes joueurs, et c'est vrai que Rongier arrive maintenant à un âge plutôt avancé. Vous me direz, je crois qu'il a 26, 27 ans, donc c'est peut-être aussi pour ça. Peut-être qu'il a raté le cap quand il était un peu plus jeune. Mais voilà, c'est un joueur qui a pris le temps d'apprendre. Il n'a pas explosé tout de suite au plus haut niveau. Là, je pense qu'il commence vraiment à exploser, même en Ligue des Champions. On pourrait me dire, oui, mais il n'a pas l'expérience de la Champions League. Il a joué la Champions League cette année. Il a joué la Champions League il y a 3 ans quand on y était. Et il a toujours été plutôt bon, pas flamboyant. Il a fait quelques erreurs, bien sûr, mais il a toujours été bon. Maintenant, c'est sûr qu'il paye un peu son manque d'expérience des huitièmes de finale, des quarts de finale. On sait que Guendouzi a joué à Arsenal, on sait que Veretout a joué à la Roma, donc ils ont l'habitude des matchs européens. C'est peut-être pour ça c'est ça qui fait pencher la balance en leur faveur. Mais je m'interroge, je me demande pourquoi est-ce que Rongier n'est pas appelé en équipe de France. Il est capitaine de l'OM. Quand tu es capitaine du 2e meilleur club français, du meilleur club français actuellement, je pense que le sélectionneur devrait s'y intéresser, devrait voir un peu ce que fait ce joueur. Maintenant, c'est vrai que peut-être n'est-il pas assez décisif, peut-être ne marque-t-il pas assez de buts, il joue quand même bas sur le terrain, donc c'est plutôt compliqué de le faire. Donc voilà, c'est un joueur extrêmement sous-coté. J'ai vu que certains disaient même qu'il était meilleur que Verratti, et des consultants très célèbres. Évidemment, je ne pense pas qu'il soit meilleur que lui, mais dans un milieu de terrain, je préfère avoir un Rongier qu'un Verratti actuellement, parce que c'est un gars qui la ferme, qui la boucle, qui fait vraiment son travail dans le milieu de terrain. On l'a repositionné dans l'axe, il a fait le boulot aussi, donc moi je le trouve absolument monstrueux de régularité, de travail, de rigueur. C'est lui qui apporte vraiment le sérieux dans ce milieu de terrain de l'OM, et j'ai envie de le voir en équipe de France incessamment sous peu. Vous êtes d'accord avec lui, les gars? Je peux commencer? Vas-y. En gros, moi, Rongier, j'aurais aimé le voir l'année dernière, tu vois, quand il y a eu, quand il était en piston droit, en latéral droit, on savait pas trop. L'année dernière, en équipe de France, on n'a pas de latéral droit, parce que Pavard, voilà, Koundé, j'appelle pas ça un latéral. Mais donc, j'aurais aimé plus le voir l'année dernière. Cette année, au milieu, il y a du monde. J'attends encore, par exemple, là, le match dans 2 semaines face à Paris, ou la semaine prochaine. J'attends de le voir là, dans les gros matchs. Parce qu'en Ligue des Champions, bon, il a fait quelques erreurs, c'était un but, tout ça. Mais j'attends de le voir encore un palier au-dessus, dans les gros matchs, comme il a fait face à Paris. Le match face à Paris, il n'y a rien à dire. Paris, il a été là. Oui, en Ligue des Champions, Tottenham, il a été là aussi, il n'a pas été absent. Oui, mais avant, dans la phase de groupe, avant, je le trouve. Tu vois, c'est pas un mec. C'est vrai que. Mais j'attends de voir. J'attends une confirmation. Contre Francfort, il a fait des sacrées erreurs. Peut-être qu'il faut qu'il quitte l'OM aussi, hein. Je pense pas, je pense qu'il a son niveau. Je pense qu'il a son niveau. S'il va dans un plus gros club, il sera sur le banc et vont jouer sur le banc, ça pose pas. Pour moi, il a son niveau. Pour moi, ça joue dans un. Ça joue peut-être pas titulaire, mais dans un top 6 PL, ça peut être intéressant. Hein. Remplaçant. Ouais, genre rotation. Ouais. Dans un Tottenham, il joue. Oh, ce serait pas choquant. Hein. Oui, Tottenham à la limite, mais pas plus. Et toi, Léo, tu verrais Rongier jouer où? Il a sa place dans quel club d'Europe pour toi, Rongier et Léo? Europe
Bah, si c'est la première ligue, je mettrais fin top 6, pas les top équipes, pas les top teams. Là, pour moi, il aurait pas le niveau. Mhm. Mais ouais, un top 6, top 10, ça pour moi, à la. Bah, j'allais dire à la Boubacar Kamara, mais bon, Aston Villa, ils sont loin, loin, loin au classement. Mhm. Sinon, dans une top team Bundesliga, ça m'étonnerait pas non plus. Bah, il était sur les tablettes de Fribourg. Mais Fribourg, c'est pas. Bah, Fribourg, ça monte. Des fois, tu les vois en haut du classement. Après, la semaine prochaine, Oui. Ouais. c'est la Bundesliga. Sinon, en Liga, j'aurais du mal à le voir quand même. Je sais pas, c'est peut-être pas un jeu qui lui conviendrait. Non, c'est pas style Liga, c'est pas style Liga. Moi, je pense que c'est plus l'Allemagne ou l'Angleterre. Ouais, exactement. Mais moi, l'Angleterre, je vous dis, Tottenham, ça me choque pas. Hein, Ça me choquerait pas. Tottenham. Bah, c'est parfait pour faire la transition avec la Ligue 1, les gars. On va retourner sur la Ligue 1. Merci Momo pour ta chronique. Le plaidoyer de Momo, voilà. Il a parlé de Rongier, il a plaidoyé pour Rongier en équipe de France. En espérant que Rongier et Deschamps voient cette vidéo. Ce serait cool. Dédé, si tu vois, si vous voyez. Ce serait sympa pour Rongier. Parce qu'il mérite avec le niveau qu'il affiche actuellement. C'est vraiment exceptionnel ce qu'il affiche. Et ce serait pas démérité qu'il ait sa convocation en mars. Ce serait vraiment pas démérité. En tout cas, on repasse sur la Ligue des Talents. Retour sur la Ligue 1 sur ce week-end chargé en match. Et quoi de mieux comme commencement que parler de AS Monaco PSG. AS Monaco PSG, le match qui s'est soldé sur une victoire 3-1 de la part de Monaco au stade Louis II. Et tout simplement, les gars, voilà, c'est choquant. Paris est sous l'eau. Paris est clairement sous l'eau. Ils lâchent des points. C'est assez compliqué pour eux. Voilà, ils lâchent des points cruciaux pour le titre. Et moi, j'aimerais demander à Léo, en tant que Lyonnais, vu que t'es un peu loin niveau classement, ça t'intéresse pas trop tout ça. Qu'as-tu pensé du match si tu l'as vu? Ah, mais Et lui, ce qui l'intéresse, c'est Clermont et Reims. Hein. Non, sincèrement, Léo, qu'as-tu pensé du match, de la performance de Monaco, de la sous-performance du PSG, de l'état du PSG? Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, pour moi, le PSG, c'était de la bouillie. Enfin, La grosse bouille. c'était pas football, quoi. C'était vraiment, encore une fois, le seul éclair que t'as, c'est un mec de 16 ans, 16-17 ans, qui vient. Et le PSG, ils ont toujours cette manie où quand tout va bien, ils font pas tourner, ils mettent toujours le même 11. Et dès que ça commence un peu à avoir des problèmes, et vas-y qu'on met des jeunes dans des situations un peu compliquées. Du coup, après, bah, tu m'étonnes. Quand t'arrives, qu'il y a déjà 2-0, tu rentres. Évidemment, ça va être compliqué. Et les matchs d'après, bah, tu vas peut-être pas assurer. Donc la rotation, bah, tu l'oublies. Et c'est un cycle répétitif. De toute façon, le PSG, ils ont un cycle répétitif chaque année. Avant la Ligue des Champions, on sait très bien que c'est problématique. Ensuite, généralement, c'est l'entraîneur qui se bat. Gros mercato l'été, bon début de saison de Ligue 1. C'est un cycle, c'est comme ça. Il y a le cycle de l'eau, il y a le cycle de la vie, il y a le cycle du PSG. Enfin, on est habitué, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et je voudrais poser une question à Elliot. Ouais. Elliot, dis-moi, t'as pensé quoi de la performance des Monégasques? Quel Monégasque t'as plu sur le terrain? Même si là, c'est plus centré logiquement, les médias centrent sur la sous-performance du PSG, bien sûr, mais j'ai envie avec toi, de faire valoir un peu l'AS Monaco, qui revient bien, qui est 3e maintenant derrière l'OM, qui revient bien quand même, qui était 5-6e au début de la saison, qui était un peu sous l'eau, mais là qui revient très bien avec Ben Yedder qui est une bonne forme, Ben Seguir et tout. J'aimerais savoir ce que tu penses de l'AS Monaco en ce moment et les joueurs. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est que j'ai pas trouvé que Monaco a fait le match incroyable. C'est que j'ai trouvé que Monaco a fait un match classique. Pas exceptionnel. Non, Ouais, exactement. Ben Seguir, faut le suivre, réfléchir. Mais Ben Yedder devant le but, voilà, c'est pas. Ça rigole pas. Il rigole pas. C'est un mec, comme on a parlé avec Oli dans le privé, Ben Yedder sera un joueur qui n'ira jamais plus haut que Monaco. Il faut qu'il reste à Monaco dans son cadre. Il sera jamais dans une top team, mais qu'est-ce qu'il est fort devant le but. Franchement, c'est comment il se positionne, c'est imprenable. Mais Monaco, inquiétant pour Paris, parce que Monaco n'a pas fait un match de fou. Il n'y a pas eu un joueur qui est sorti du lot. Ben Yedder, Ben Seguir, comme tu as dit, pas mal, mais ça ne m'a pas impressionné. En vrai, avant le match, c'était pas bluffé devant une performance, mais c'est vraiment inquiétant pour Paris. Au contraire du match mercredi face à Marseille, où là, on a senti que les Marseillais étaient à fond, un gros match. Là, Monaco a fait un bon match, mais pas un match exceptionnel non plus, quoi. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est très inquiétant pour le PSG, et je vais laisser Momo un peu tirer sur certains joueurs du PSG. Dis-moi, Momo. Dis-moi, Elliot. Momo, tu penses quoi de Hugo et Kitike? Attendez. T'inquiète pas, ça va se passer, Elliot. Tes vœux seront exaucés. Non.
Comment... Donc, Walid, donc, quand tu me dis de parler des joueurs du PSG, tu me parles des joueurs importants du PSG. Donc, je vais commencer Attends, je reformule ma question avant. Dis-moi, Momo, qui a été les flops pour toi au PSG, mais vraiment les vrais flops, les joueurs qui n'ont rien fait sur le terrain, des joueurs un peu blâmables. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a pas plu côté PSG? Moi, je parle pas que du match contre Monaco, donc je vais essayer de faire une rétrospective de ce qui se passe depuis le 1er janvier, la défaite contre France, qui a été la première défaite PSG cette saison. On a des joueurs, Neymar, Messi, qui reviennent de la Coupe du Monde. On sait tous qu'ils ont performé en début de saison en vue de la Coupe du Monde. Il faut arrêter de mentir aux gens. Ils ont performé pas parce qu'ils aimaient le PSG, parce qu'ils voulaient gagner avec le PSG, parce qu'il y avait l'échéance avec leur sélection. Neymar est revenu en dépression. Voilà, parce qu'il a perdu la Coupe du Monde, on peut le comprendre. Marquinhos, il a raté son penalty, c'est la même chose, il est revenu en dépression. On a récupéré un Messi qui s'en fiche du football actuellement, puisqu'il a fini le jeu et qu'il vient de la remporter. Pour lui, il n'y a plus rien d'important, il négocie juste sa future destination. En réalité, aujourd'hui, il y a des objectifs qui sont très divergents. D'un côté, tu as Neymar et Marquinhos qui reviennent en dépression, tu as Messi qui revient en ayant gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine. En réalité, la priorité de ces joueurs-là, c'est plus le PSG. Et le problème, c'est que si tu vas au Bayern, la priorité des joueurs du Bayern, c'est le Bayern. Et le problème au PSG, c'est que la priorité des joueurs du PSG, c'est pas le PSG. La priorité de Neymar et de Marquinhos, c'était la Coupe du Monde. Maintenant que c'est passé et qu'ils ont essuyé leur déception, ils viennent juste comme ça, voilà, toucher leur petit salaire. C'est la même chose pour Léo Messi qui prépare sa pré-retraite. Donc en réalité, comment veux-tu que des joueurs soient motivés à l'idée de jouer un match de Ligue des Champions si en réalité leur saison est terminée? Leur saison, elle est finie. Leur saison, c'est fini. La saison de Marquinhos et Neymar, c'est fini le jour de Brésil-Croatie. La saison de Messi, c'est terminé le jour de France-Argentine. C'est comme ça. Voilà, on ne peut pas leur reprocher. Tous les joueurs des grandes équipes d'Europe sont revenus avec la motivation de finir la saison avec leur club. Neymar et Messi, aucune motivation. Elliot? Tu penses pas que Messi veut aller chercher encore un ballon d'or? Il a pas cette motivation. Mais il a déjà son ballon d'or, mais c'est bon. Mais là, il faut lui servir son ballon d'or. On sait très bien qu'il va l'avoir. Il a 7 ballons d'or. Et il vient de gagner le 8ème. Le 18 décembre. Ouais, je sais pas encore. Hein. C'est sûr et certain, les gars. Même si le PSG remporte la Ligue des Champions et que Mbappé est flamboyant, ce sera pour Messi parce qu'il aura aussi la Ligue des Champions. Oui, la Coupe du Monde. Non, il aura aussi la Ligue des Champions du coup, en plus de la Coupe du Monde. Et... Donc, on a des joueurs qui ne veulent pas mouiller le maillot parce qu'ils s'en fichent du club. Tout d'abord, ils ne vont même pas aller voir les supporters. Ouais, c'est ce qu'on a déjà vu ça. Ils ne vont même pas voir les supporters. Ils les évitent, les supporters. Ils les évitent. C'est leur ex relou, les supporters. Ils les évitent. On rappelle la phrase de Marquinhos. Va pas les voir, ils sont énervés. À Donnarumma. C'est fou. On n'a jamais vu ça. Vas-y Léo. Attends Léo, il voulait parler. Non, c'est complètement lunaire. On sait qu'avec le PSG, il y a des primes d'éthique pour les supporters en fin de match, aller applaudir. Mais dire de tes supporters, Marquinhos, ça fait quoi 2013 qu'il est au PSG. Beaucoup trop longtemps. Ils sont énervés. Enfin, on va pas les voir. Le mec, il est censé être capitaine. Hein. Devant Kipembe, qui lui a un vrai titi, qui est un mec d'Île-de-France. C'est d'ailleurs le seul avec Didier Donnarumma. Bon, Didier Donnarumma, il est juste allé le voir, mais ensuite, après le match, t'as Kipembe qui a pris le mégaphone, qui a parlé aux supporters. Et c'est le seul. Tu soulèves un vrai problème, Léo. C'est que les seuls qui vont voir les supporters du PSG, c'est les joueurs formés au PSG. C'est Zahir Emery, c'est Kimpembe. Donc en réalité, c'est très important ça. C'est que les joueurs, ils s'identifient au club, ils aiment le club. Et c'est les joueurs qui s'identifient au club, qui aiment le club, qui sont nés dans la région du club, qui vont saluer les supporters parce qu'ils s'identifient aux supporters, ils étaient eux-mêmes supporters lorsqu'ils étaient jeunes. Quand tu vas chercher des joueurs comme Neymar, Messi, c'est bon pour le marketing, mais il n'y aura pas ce lien avec les supporters parce qu'ils ne les connaissent pas. Ils n'ont pas grandi là, ils ne savent pas ça. Pour eux, c'est leur pré-retraite. Elliot? Pour la défense des Messi, Neymar, etc., tu crois que Ismaël Garbi ou Warren Zahir Emery a un potentiel danger à regarder? Non, c'est des petits, ils ont 16 ans, 18 ans, ils y vont. Et quoi, tu crois que Messi et Neymar, ils vont prendre une balle? Non, mais je suis d'accord, mais ils vont se faire insulter. Ça se défend pas, c'est indéfendable. Mais je comprends la position de dire, ouais, il n'y a que Warren Zahir Emery qui est allé et Ismaël Garbi. Ou ça pas non plus parce qu'eux, ils n'ont rien à perdre à y aller. C'est ça le truc. Ils y vont, c'est très bien, mais après, il ne faut pas non plus accabler les autres parce que si tu te fais insulter toute ta famille, je pense que tu n'as pas envie d'y aller. J'aimerais changer de point de vue, Momo. J'aimerais plus centrer sur le niveau de jeu de certains joueurs. Dis-moi, qu'est-ce qui va pas au PSG chez Carlos Soler, Hugo Ekitike et Vitinha? Qu'est-ce que tu penses de leur niveau et de leur baisse de niveau surtout? Enfin, Ekitike, pardon, il n'y a pas de baisse de niveau, c'est son niveau depuis le début de la saison, mais voilà, c'est un peu... ça fait mal aux yeux de voir ça, quoi.
on va chercher des joueurs. Donc Vitinha, on va le chercher au Portugal. Soler, on va le chercher en Espagne. C'était des bons joueurs là-bas. Vitinha à Porto, il était bon. Soler était le meilleur joueur de Valence. On va aller chercher. On leur offre un salaire luxueux à Paris, un cadre de vie plutôt intéressant, les sorties dans les restos, les boîtes de nuit. Comment voulez-vous que ces joueurs-là se concentrent sur le football? Carlos Soler, lorsqu'il était à Valence, il était concentré sur le football parce que Valence, c'est son club. C'est là où il a grandi, c'est là où il est né. Donc c'est pour ça qu'il était concentré sur son club. Maintenant qu'on l'a amené à Paris, qu'on lui a dit tu seras un remplaçant de luxe. Donc en réalité, tu n'as pas besoin de t'entraîner super dur, tu seras toujours sur le banc. De toute façon, il y a un plafond de verre pour ces joueurs-là. Et c'est pour ça que je les défends aussi parce que quand tu arrives au PSG, tu t'appelles Carlos Soler, on te dit directement que même si tu es excellent à l'entraînement, tu passeras jamais devant le grand Neymar, devant le roi Neymar. Donc on peut aussi les comprendre. Les gars, ils veulent pas surperformer, il n'y a pas de concurrence au PSG. Même si tu es bon, même si tu es meilleur que Neymar, tu joueras pas. Donc c'est ça qui explique aussi les contre-performances de ces joueurs-là. On leur offre un bon salaire, un cadre de vie luxueux et on leur dit de toute façon, vous ne pourrez pas jouer parce qu'il y a les stars devant vous. Donc c'est normal que ces joueurs-là ne se donnent pas à fond. Voilà. Et puis sur Ekitike, Hugo Ekitike, je suis allé, excusez-moi, hein, c'est un truc qui m'a marqué. Je suis allé sur son Instagram. Non mais c'est vrai, je suis allé sur son Instagram. Le gars se prend pour un joueur de NBA, on l'a perdu. On l'a perdu. Le gars est formé à Reims. Il est né à Reims. Il a grandi là-bas. Et il se prend pour une star de la NBA. Moi, j'ai juste envie de lui dire, il a beaucoup de talent, ce jeune-là. Il a énormément de talent. Il l'a montré l'année dernière à Reims. Pourquoi est-ce que, voilà, pourquoi est-ce qu'il ne se concentre pas sur son football? Et en fait, c'est ça le problème. C'est que quand tu viens à Paris, les étoiles, elles te montent à la tête. Moi, si j'avais été footballeur aussi, je pense que ça me serait monté à la tête. Il a 20 ans, il est jeune. Hein. Donc ça me serait monté à la tête aussi. Là, ça lui monte à la tête, il se prend pour un joueur de NBA, il se prend pour un Américain, et il est plus concentré sur le football. Et c'est pour ça que ils ont pris Ekitike, j'en avais parlé avec Elliot il y a très longtemps, je ne sais pas s'il s'en rappelle. Ils ont vendu Kalimundo parce qu'il était moins marketing, c'est lui qui me le disait. Et Elliot avait fait une très bonne analyse, il me disait, ils ont vendu Kalimundo parce que c'est pas marketing. Ekitike, c'est déjà un peu plus marketing, il fait des posts Insta où il se prend pour... fait des TikTok. Donc voilà, tout simplement, c'est comme ça. Ça, c'est un problème dans le football. Quand tu vois que, par exemple, je prends l'exemple de Marseille qui prend un Malinowski, alors que tu as des joueurs dans ton championnat comme Lefebvre, comme tu as beaucoup de jeunes joueurs français, c'est un problème dans le football, c'est qu'on veut des noms qui font rêver. On ne voit pas des noms, un petit nom français de Lefebvre, ça ne fait pas rêver, alors qu'un Malinowski, un mec qui... Pourtant, c'est un problème. Et c'est un problème dans le football, et ça devient vraiment inquiétant. La recherche de toujours vendre, c'est très inquiétant. Paris, pour moi, n'est pas un club. Paris, pour moi, n'est pas un club, c'est un objet, c'est une marque, c'est pas un club. J'irai même plus loin. Paris n'est pas un club français. Faut arrêter. Il y a plus de... Là, il va y avoir PSG Bayern. Il y a plus de France au Bayern. Donc si tu pars dans ton chauvinisme, autant être pour le Bayern. Ouais, c'est sûr. Non, mais je serai pour Bayern. Et c'est très inquiétant pour le PSG. Très inquiétant pour le PSG, comme on l'a dit, à J-2 contre le Bayern. Mais de l'autre côté de la France, l'OM, hier s'est imposé 2-0 au stade de Clermont, au stade Gabriel Montpied. Voilà, il y a eu des petits problèmes au coup d'envoi, ça a mis du temps à démarrer, mais l'OM a gagné 2-0 avec un doublé d'Alexis Sanchez. Dis-moi Léo, qu'est-ce que tu as pensé du match et qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Alexis Sanchez en quelques mots? Bah, le match, je vais être franc avec vous, j'ai pas vu tout le match. Voilà, je vais prendre mes parents. Alexis Sanchez, moi j'y croyais pas du tout. Le mec, je le pensais cramé à l'Inter. On voyait de temps en temps, tu mets un but par-ci, un but par-là, une petite passe, très bien. Mais pour moi, après Arsenal, dès son transfert à Manchester United, pour moi, il était fini. C'était vraiment pas. Alors que là, vraiment, c'est une vraie renaissance, il y a une vraie connexion avec le peuple marseillais. Ça doit lui rappeler chez lui, au Chili, une vraie ambiance sud-américaine, comme Emre Ousmane Dembélé dans Winchester. Et on l'a vu d'ailleurs, il avait la photo du chien avec le maillot. Et on sait qu'Alexis Sanchez, son chien, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc il avec le maillot de l'OM, ça peut être nul, ça peut être interprété comme quelque chose, mais c'est symbolique pour lui. Ça veut vraiment dire qu'un amour du club, de la ville, des supporters. Et ça, bah, franchement, en tant que non-supporter de l'OM, juste la Ligue 1 en général, bah, ça fait plaisir. Ça fait de jouer en plus. Là, on part en football, mais dans le terrain, c'est tout aussi mieux, c'est tout aussi bien. Tout ce qui se passe sur le terrain, Joe il score contre le B. Ok, d'accord, c'est un penalty hier aussi, il y avait un penalty. Très bien, bah, il faut les mettre, genre, les penalties. Mais aussi dans le jeu, il joue son rôle à la perfection. Donc moi, franchement, je trouve que bien joué Longoria, c'était un super coup. Il y a certains dirigeants d'autres clubs un peu plus au nord de la France qui devraient s'inspirer. Je vais pas dire de grade, hein. De toute façon, j'en parlerai plus tard. Et voilà, c'est... Tu nous parlais du coup du chien de Sanchez. Paqueta, il a fait ça avec le maillot de Lyon sur son chien ou... Non? Il n'a pas fait ça, je crois. Non. Je crois pas qu'il a fait ça. On parlait, Léo, d'un club. Tu parlais toi-même d'un club avec des plus hauts dirigeants,
du nord de la France, un peu plus au nord. Mais c'est ce club dont on n'a pas encore parlé. C'est l'Olympique Lyonnais qui s'est imposé 2-1 face à Lens à domicile aujourd'hui. Là, ce soir, ça vient de se terminer. Tu viens de finir le match. Et c'est l'occasion d'enclencher, de démarrer ta chronique, le tacle appuyé. Voilà, les gars, c'est le tacle appuyé de Léo. On est là à zéro tact. Alors, en tant que supporter lyonnais, en tant que lyonnais, le club, ça représente beaucoup. On a voilà, 7 champions, 7 titres d'affilée. On a grandi ensemble, on a grandi Irlande, c'était à côté, enfin bref. Et là, voir l'état du club 15 ans plus tard, ce qui est devenu l'OL, depuis 2009, est devenu un objet commercial. Beaucoup moins que le PSG, mais depuis son entrée en bourse, ce n'est plus un club de foot. C'est devenu des recettes. Ce club ne fait que se monnayer. Donc c'est un constat un peu amer pour un supporter. Et Ponceau, Chérou, juste avant le match contre Lens qui s'est fini il y a à peine une heure, il y a eu des manifestations devant le Groupama Stadium pour demander leur démission. Donc ça témoigne d'un certain malaise dans le club que je peux expliquer. D'ailleurs, juste par le dernier mercato hivernal, qui s'est terminé il y a un peu moins de 2 semaines. Alors tout d'abord, le mercato Et on perd ses mots. Qui a commencé à cause d'une défaite face à Strasbourg. Le match était le 14 janvier. Strasbourg qui était lanterne rouge ou pas loin, qui était dans la zone de relégation. En dernier, oui. Ouais. Très bien. Alors, sur ton mercato, tu commences déjà je sais pas s'ils étaient au courant que le mercato il commençait le 1er janvier à minuit. Ça, je sais pas s'ils ont bien réglé sur leur téléphone l'heure ou la date. Mais alors, j'ai dans mes notes, j'ai tous les coups tentés au mercato. Il y a beaucoup d'échecs. Ce mercato, c'est des demandes de l'entraîneur qui sont pas exaucées et des échecs de recrutement. Alors, t'as João Gomez, Fernando, Luki Bacchio, Shkiri, Isidore, Grilišić, Papesis et j'en passe encore d'autres. Ensuite, sur le plan comptable, les arrivées. L'OL, il y a eu une tentative de dégraissage, justement due aux anciens mercatos ratés. Très bien, c'est assumé, il a dit qu'il va avoir un gros ménage. Très bien. Alors, je vais commencer par les départs. Déjà, je vais parler du cas Gusto. Gusto, enfant du club, formé à Lyon, arrivé super tôt, enfant de la région. Voilà, très bien. Le genre de profil qu'on adore à Lyon, nous, on est très fiers de notre centre de formation. C'est le joueur qui devrait s'inscrire dans un projet sportif à long terme. Ce qui, je n'arrête pas de me dire nos dirigeants. Nos dirigeants disent oui, Lyon, c'est une ville qui compte, c'est un club qui compte sur ses jeunes, c'était trop pendant toute son histoire. Voilà. Tu le vends 30 millions à Chelsea. Chelsea qui claque 120 sur Enzo Fernandez. Bon, d'accord, c'est la clause, mais il les claque. Sur Mudryk, ça doit être autour des... J'ai pas la somme exacte, mais c'est autour des 100 millions, il me semble. 100 millions, je pense. Badiachil aussi, 50 millions. Tu vas me dire que sur Gusto, tu peux en mettre que 30. Il y a un petit problème. Sachant que le contrat, je crois, il date jusqu'en 2031, il me semble. 2031, déjà, c'est un contrat très très long. Et on connaît Chelsea, les jeunes joueurs, qui adorent les prêter à tous les clubs en Europe. Donc déjà, pour Gusto, est-ce que c'est un bon choix? Quand on sait que dans le même club, même s'il est blessé, t'as Reece James, qui est un des meilleurs latérales au monde. Mais 30 millions, ça déjà, c'est assez... Ça parle de soi-même. Enfin bref, très bien, 30 millions. Ensuite, t'as le départ de Tété qui prend fin. Tété, l'année dernière, il est arrivé, ça a donné un coup de sang neuf à l'équipe, ça faisait du bien. On avait besoin d'un latéral, d'un ailier comme ça qui apportait quelque chose à cette équipe de morts-vivants. Parce que l'ailier de l'autre côté, c'est Carto Gambi. Donc niveau football, c'était un peu compliqué. Il finit son prêt, très bien. Il n'y a pas de souci. Bon vent à lui, on lui souhaite tout le meilleur. D'ailleurs, il a mis un but magnifique avec Leicester il y a à peine une semaine, je viens de le préciser. Ensuite, tu as le départ de Da Silva. On ne sait pas trop à quoi il a servi, pourquoi on a allé le chercher à Rennes. Et, on ne comprend toujours pas pourquoi. Des prêts qui servent absolument à rien, qui n'aident absolument pas. Enfin, Toko Ekambi. Toko Ekambi, vraiment. Alors, Vraiment. payer 1,5 million à Rennes qui est un des concurrents à l'Europe,
sachant que l'Europe, c'est même pas sûr qu'on l'ait. On en parlera après de ça, d'Europe. Que tu le fais 6 mois sans option d'achat, ça veut dire qu'il revient dans 6 mois. Quand tu connais les relations de Toko Ekambi avec le club, avec les supporters, on se souvient tous de son chute, ou il y a à peine un mois, la poubelle, quand il met un coup dedans. Qu'est-ce qu'il va faire 6 mois plus tard Je pense qu'il n'aura pas oublié, les supporters n'auront pas oublié, donc pourquoi le prêter 6 mois? Mais c'est pas le seul. Ensuite, t'as Fèvre. Fèvre, c'est un bon joueur de foot à Brest. Il est arrivé à Lyon, mais il a tout perdu de son football. Donc là, il est parti, il avait du mal à... J'ai lu des articles comme quoi il était en dépression, qu'il avait du mal à venir à l'entraînement tellement c'était compliqué pour lui. Il est parti à Lorient, on lui souhaite un bon vent. Il y a une grosse enflure qui rigole d'une dépression hein, en bas à gauche. Non, mais, Je ne fais non, mais dépression, on va en parler. sans parler, mais c'était ce que je dis. Pardon. Et tu fournis un autre candidat à l'Europe, Lorient, qui est encore mieux classé que nous. Enfin, c'est quoi cette idée de donner tous tes joueurs à des gens mieux classés que toi qui se luttent pour les mêmes objectifs que toi? Enfin, je comprends pas. Ensuite, t'as Renan Delahaye, t'as Camilo, t'as Bolersberg, tout des prêts de 6 mois. Donc ça veut dire qu'ils reviennent en fin de saison. Donc tu t'en es absolument pas débarrassé, t'as juste déplacé le problème de côté. Dégraissage raté. On peut aussi parler du cas Aouar et Dembélé qui sont là juste pour toucher leur salaire et attendre la fin de leur contrat. Alors autant Dembélé, là on parle juste après le match de Lens. Il a eu quelques occasions qu'il aurait dû mettre. C'est dommage parce que c'était vraiment un bon joueur. Aouar aussi, mais Aouar, ses entrées, elles sont catastrophiques. Il est plus du tout impliqué. On sait qu'il y a un problème avec son frère qui est son agent. Il essaie de le marchander à droite à gauche que ça va pas marcher. Mais on reconnaît plus le Gaune à Aouar. Normalement, c'est le centre de formation, c'est Lyon. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a le cas El Arouche. Cas épineux aussi, de ce mercato. El Arouche qui est un des joyaux actuels du centre de formation, qui l'année dernière porte les U19 à la Gambardella. C'est lui qui marque dans la finale, c'est lui qui inscrit la Panenka victorieuse. Très bien. Qui ne se voit pas offrir une place dans le groupe pro. Laurent Blanc ne veut absolument pas. Alors que quand tu sais qu'au-dessus, t'avais Reden Almeida, Aouar, Thiago Mendes qui mettent pas un pied devant l'autre, tu te demandes pourquoi. Et il a fallu qu'il y ait deux, trois offres peut-être non officieuses de Marseille ou de Nice aux joueurs pour que le club fasse un communiqué pour démentir sur un joueur du centre de formation qui veut pas partir, c'est lunaire. Le mec, il est bloqué par des mecs au-dessus, l'équipe première, qui n'en mettent pas un pied devant l'autre. Puis ensuite, dès qu'il est invité dans le groupe pour s'entraîner, on lui donne pas de temps de jeu. Donc le mec, tu m'étonnes qu'il a envie de se barrer. Normal. Mais bon, ça, c'est bon. Et enfin, tu finis sur Cherki. Cherki, c'est lui qui te porte depuis 1-2 mois, qui vient nous donner la victoire contre Lens. Et on voit, à la fin du mercato, oui, le PSG fait une offre de 10, de 20, alors que tu répètes que le projet, c'est un projet à long terme qui se base sur les jeunes. Donc au final, le mercato lyonnais, c'est un mercato raté, hein, parce que tu veux dégraisser. Mais en fait, le problème, tu le prends et tu le décales. Du coup, tout va se jouer en juin, à voir ce qu'il va se faire en juin, mais bon. Ça, t'as Cherki et Gusto. Tu sens que Cherki, à la première bonne offre, il va partir en juin. C'est triste, mais tu le sens. Et Gusto, que tu vends que 30 millions, pour moi, ça a du mal à passer. Alors, tu te dis que le projet sportif est censé être basé sur eux. C'est une équipe qui a été peu renforcée par trois recrues. Amin Sarr, 5 buts en 20 matchs en arrêt divisie. D'accord, si tu veux, inconnu au bataillon, 11 millions. 11 millions quand même, c'est quand même un petit prix. Ensuite, t'as Jefinho qui est un prêt à 10 millions, mais c'est avec Botafogo. Botafogo, c'est le propriétaire Textor, donc des petites magouilles entre clubs, on connaît. Et enfin, t'as Lovren qui est une vraie satisfaction, seule satisfaction du mercato. Et du coup, pour finir, pour la seconde partie de saison, on va voir pour la qualification européenne, mais ça va être très compliqué car le classement il est vraiment pas en faveur. On a vraiment fait un mauvais début de saison. Et cette qualification elle repose sur une équipe vraiment pas bien renforcée avec des dirigeants complètement déconnectés du sportif qui pensent qu'au financier.
Et ça, on l'a vu à la conférence de la présentation des joueurs, Aulas qui dit l'OL est fait sur un modèle qui fait qu'on n'ait pas besoin de compter sur les résultats sportifs pour survivre. L'OL, c'est un club de foot. Hein. C'est pas, on n'est pas à Wall Street, on n'est pas à 440. Hein. Donc voilà, je comprends pas. Donc à voir avec le futur, mais c'est assez inquiétant. Même si il y a un petit regain de forme en ce moment. Ah bah, ouais. T'as tout dit Léo sur ta chronique. Moi je trouve la situation de l'OL assez triste. Pour un grand club, le grand club que c'est, quoi. Comme t'as dit, cette fois champion de France d'affilée. On se rappelle au début des années 2000, c'était exceptionnel Lyon. Et voir la dégringolade que c'est depuis les débuts des années 2010, c'est assez triste. Et quand t'as des petites lueurs comme Cherki, comme Fekir, comme des trucs comme ça, et tu vois que ça se passe mal, que Cherki va sûrement partir, bien sûr que ça fait mal, surtout que, comme tu l'as dit, il a donné la victoire à Lyon dans les derniers instants là. Mais pour revenir plus en global sur Lyon, dans la globalité, est-ce que, petit sondage à vous trois, dans combien de temps Lyon va retrouver la Ligue des Champions? Pronostic en termes d'années. Je commence par Momo. Mais combien de temps on aura eu le temps d'aller sur Mars, j'espère en tout cas. Non, mais en réalité, je sais pas combien de temps ça va mettre. Ça prend beaucoup de temps pour se reconstruire. On a l'impression que ce club est très très mal géré, comme a très bien dit Léo. Normalement, Lyon, ça devait faire un côté Gusto Cherki pour 5-6 ans, et ensuite ces joueurs-là devraient signer dans des grands clubs européens pour 70-80 millions, comme on a vu pour Tolisso, comme on a vu pour Lacazette, pour Umtiti, alors que là, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de politique sportive. Il faut qu'Olas passe la main définitivement. Maintenant, est-ce que Textor est réellement la solution à tous les problèmes de l'OL si Olas part? Je ne sais pas. Est-ce que Textor va être en capacité d'écrire une nouvelle page? Voilà, de ce que je vois, en tout cas, ils ont ramené Jeffinho. Donc, c'est un peu le Jeff Reine Adelaide brésilien, à voir si ça peut fonctionner. Mais quand est-ce qu'ils vont revenir en Ligue des Champions? En réalité, j'espère qu'ils reviendront vite parce que ça reste quand même un concurrent sérieux pour l'OM. J'adore les OL-OM et ça me fait de la peine de voir que sur les Marseille-Lyon, ben voilà, on est un Marseille qui est deuxième, qui est au top, et on est un Lyon qui est 10e, 11e. Moi, je veux voir des Olympico où l'OM est deuxième, Lyon troisième, et ça joue pour le podium, quoi. On veut voir ce genre de match, et c'est vrai que c'est assez agaçant de les voir aussi bas parce qu'on aime les détester, on aime les voir un peu nous faire chier. Et toi, Elliot, tu penses que dans combien de temps Lyon retrouvera la LDC? Rapidement, je vais pas faire long. Je pense que c'est un cycle normal. Marseille, on a eu ça il y a 2 ans, il y a 2-3 ans. Chaque club qui n'a pas énormément d'argent comme le Paris Saint-Germain a des phases où ils sont moins bons. Donc ça va revenir dans 1 ou 2 ans. L'année prochaine, compliqué. Mais peut-être la saison prochaine, ça va revenir. Il va y avoir un changement au niveau de la direction. Et honnêtement, je m'en fais pas pour Lyon. Ça va faire un peu comme nous, comme Marseille, où on a été très nuls, très très nuls. On a eu une période vraiment, c'était catastrophique, où les supporters vont brûler le cyprès magique, comme on l'appelle. Et ça va, c'est revenu. Et là, aujourd'hui, comment ne pas être heureux à un moment? On a le sourire aux lèvres, tous les week-ends, on a le sourire aux lèvres. Et vive l'OM, mais non, je m'en fais pas pour les Lyonnais. Nos amis Lyonnais, vous inquiétez pas, je pense que d'ici 2 ans, c'est déjà revenu en Ligue des Champions. Et toi, Léo, tu penses que dans combien de temps? 1 année, 2 années, 3 années? Dès que Cerbère, là, le chien à 3 têtes sera parti, pour moi, ça devrait le faire. Tu prends un projet stable qui s'appuie sur les jeunes et ça devrait le faire. Donc bon, combien de temps il reste? Je sais pas, je te dirais 3 ans. Parce que là, c'est quand même lui, la retraite, ça devrait longtemps qu'il y a pas de 64 ans, 62 ans, je sais pas. Ça fait longtemps qu'il devrait y être, mais bon. Allez, on va dire 3 ans et on est optimiste encore. Ah, ça va être Lui, compliqué. il manifeste pas contre la réforme des retraites. Ah, ça va être compliqué pour Lyon de retrouver l'Europe. Mais nous, on va parler de l'Europe. L'Europe en général, on va parler des championnats d'Europe. On va revenir sur ce qui s'est passé ce week-end dans toute l'Europe. On va revenir sur l'APL, la Liga, la Bundes et un peu la Serie A. Donc, petit retour sur la première ligue, les gars. Voilà, c'est le nouveau chapitre Tour d'Europe. Retour sur la première ligue. City s'est imposé aujourd'hui face à Aston Villa, si je ne me trompe pas. Arsenal a perdu. Est-ce que la course au titre, pour vous... Match nul. Ah, pardon, Arsenal a fait match nul. Est-ce que la course au titre est palpitante en PL cette année par rapport aux autres années? Bon, les autres années c'était plus City-Liverpool, mais là, est-ce que ça fait plaisir de voir Arsenal revenir à un top niveau de la sorte? Qui voulait aller? Vas-y, commence. C'est palpitant, oui, parce qu'on était habitué au Liverpool City. Là, c'est un nouveau club, ça change. C'est Arsenal, c'est beau à avoir joué. C'est des équipes qui, faut allumer ta télé le week-end. T'as d'autres équipes comme Naples, Lens. Enfin
voilà, c'est une équipe qui te fait allumer donc vraiment à la télé. Donc vraiment, ça fait plaisir. Après, est-ce qu'ils vont tenir la cadence? Justement, là, mercredi, il me semble, il va y avoir un City-Arsenal. Donc à voir, là, ils ont cramé déjà 2 cartouches là, en 2 week-ends. Qu'ils ont perdu contre Everton la semaine dernière. Donc, est-ce que ça va le faire? Je suis pas sûr, mais j'espère. Et toi, Elliot? Là, pareil que Léo, j'ai peur que ça tienne pas. J'ai peur que ça soit. C'est un beau jeu, Mikel Arteta il a apporté avec des beaux joueurs de garde. Mais pour la fin de saison, j'ai peur que ça cale un peu. Alors qu'on sait que City, ça va aller tout droit. Ça va faire 2-3 petits accros, mais ça va aller tout droit. Donc à voir, ça va être une belle fin de saison. Au contraire de la Serie A qui a un peu plus d'écart. On reviendra plus tard, mais à voir. Non, à voir. J'espère qu'Arsenal sera champion pour changer un peu, pour faire plaisir aux Gunners, aux supporters qui ont bien souffert. Mais voilà, à voir. Il mérite. Et Momo, tu penses quoi de l'ascension d'Arsenal cette année? Même depuis 1 ou 2 années, ça commence à revenir bien, mais c'est cette année qui matérialise vraiment l'ascension d'Arsenal. Ah, mais comme on dit mes deux collègues, c'est vraiment palpitant. Cette année, on a un Arsenal qui propose vraiment du très beau jeu, mais comme ils ont dit aussi, attention au ralentissement, parce qu'en plus, ils ont aussi une Ligue Europa à jouer, où ils auront plus de matchs que les équipes qui sont en Ligue des Champions. Donc là aussi, il va falloir trouver un équilibre dans l'effectif. Mais comme a dit Léo, on était vraiment habitué au Liverpool City, où à la fin, City prenait quand même le dessus. Bon, là, Liverpool, cette année, ça tape plus contre Everton et Aston Villa que contre City, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'on a vraiment une course au titre qui est palpitante. On avait l'impression qu'Arsenal avait pris vraiment le leadership et que le titre leur était promis. Là, ils ont un peu calé ces dernières semaines. City a vraiment un rythme de croisière toujours très impressionnant en première ligue parce qu'ils ont Guardiola qui a l'habitude de ces courses-là sur les championnats, etc. Donc voilà, on va avoir une vraie course au titre qui va être extrêmement palpitante. Il y a Manchester United aussi, qui est pas loin et qui revient aussi très très fort. Mais Arsenal nous propose vraiment un beau jeu. Arteta qui calque un peu son style sur celui de Guardiola, qui est allé chercher des joueurs de Guardiola, en plus un Zinchenko, Jesus. Donc ça fait plaisir de voir un peu l'élève dépasser le maître. On a un peu ce storytelling aussi sur la première ligue et c'est ça qui est vraiment intéressant cette année. On a vraiment l'impression que c'est une histoire, c'est une série cette première ligue. Donc voilà, j'ai envie qu'Arsenal soit champion aussi, mais je pense que City va revenir. Et tout ça, ça se matérialise aussi par le duel des buteurs. Voilà, on parle un peu en statistique. Il y a Rashford qui revient très bien, qui est dans une sacrée forme depuis le retour de la Coupe du Monde et qui permet de grader des points à United, qui désormais je crois qu'United est deuxième provisoirement ou troisième. Voilà, à un moment il était deuxième pendant le match. Et aussi Haaland, bon c'est toujours le premier. On sait qu'il va finir à une ribambelle de buts. Mais c'est palpitant à voir le duel de buteurs, le duel aussi au classement, c'est des équipes, c'est assez palpitant à voir. Tout ce qui est pas palpitant, c'est de l'autre côté de l'Europe. On va passer à la Liga. Et là, l'écart se creuse entre le FC Barcelone et le Real Madrid, car le Barça vient de battre Villarreal 1-0 avec un but de Pedri. Ce qui fait que le Barça a 11 points d'avance provisoirement sur le Real, qui a un match de retard à cause de la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, le Barça a 11 points d'avance sur son dauphin, le Real Madrid, alors que le Real Madrid avait clairement l'avance depuis le début de la saison. Et ils ont lâché beaucoup de points en ce moment. Et je vais demander à Léo, qu'est-ce que tu penses de la forme du Barça en ce moment? C'est un symbole de régularité ou c'est tout simplement la passation de pouvoir enfin, comment dire, le Barça reprend son trône? Moi, je pense que Xavi, il a enfin arrivé à faire ce qu'il voulait faire depuis le début. Là, il a les joueurs pour. À part Dembélé, ou Busquets, il me semble, t'as pas beaucoup de blessés. T'as tous tes joueurs au complet. Donc là, le Barça en tant que supporter madrilène, ça fait mal de le dire, mais la Liga, je pense qu'ils vont la prendre. L'Europa League, attention, parce que jeudi, on aura un très beau Manchester-Barcelone. Donc à voir ce que ça va donner. 2 équipes en pleine bourre. Mais je pense que le Barça, avec un jeu très sympa, Pedri, Gavi qui flambe, Lewandowski qui est Pichichi, il me semble, qui va sûrement le finir. Ça joue, c'est beau, c'est propre, donc je pense que ça va le faire pour le Barça. Et Momo, tu penses que cette mauvaise forme du Real, ça a été enclenché depuis cette défaite en Supercoupe du Roi, Supercoupe d'Espagne pardon, contre le Real Madrid, la finale 3-1? Tu penses que c'est depuis ce moment-là que le Real a commencé à lâcher un peu des points ou c'est juste la méforme de janvier habituelle? Voilà, tu le sais mieux que moi. De toute façon, on a l'habitude que le Real soit un peu moins bon en janvier, février, parce que on l'a toujours dit, on le sait, j'invente rien, j'ai pas inventé l'eau chaude. Le Real est une équipe de coupe, c'est une équipe de Ligue des Champions, c'est une équipe qui a l'habitude de ce genre de match-là, élimination directe, les matchs couperés, alors que le Barça est plus du genre à
être réguliers en championnat. Donc c'est vraiment deux clubs qui ont des philosophies différentes. Le Barça, c'est plus des marathons qu'ils nous font, alors que le Real, il préfère ces matchs un peu plus couperés en Ligue des Champions, comme j'ai dit. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait un match qui ait fait basculer le Real dans la crise ou quoi que ce soit. Je pense que c'est simplement la méforme du Real Madrid de 2 janvier, qui pense déjà à la Ligue des Champions de février. Et puis on a un Barça qui est éliminé de toute façon de la Ligue des Champions et qui se concentre pleinement sur le championnat, qui est l'objectif numéro 1. De toute façon, je pense que Xavi, pour lui, l'objectif numéro 1, s'il avait le choix entre la Ligue des Champions et la Liga, ce serait la Liga, parce que c'est comme ça, ils veulent récupérer le titre au Real. Donc voilà, je pense pas que ce soit à cause de la défaite en Supercoupe, pour être honnête. Et contrairement à moi et Léo qui pensons que la Liga est lâchée pour le Real, voilà, pour moi et Léo, clairement c'est fini. Le Real est hors course. Je pense que c'est hors course, même si le Real revient bien, le Barça, je pense pas qu'ils vont lâcher. Est-ce que tu penses que là, le Real, ils viennent de remporter la Coupe du Monde des clubs face à Al Hilal, une finale gagnée 5-3, je crois. Et voilà, ça a été le signe d'un retour de confiance, le retour de la victoire, le retour de confiance chez certains joueurs. Benzema est revenu et a marqué. Vinicius est dans une forme assez olympique en ce moment, même que ça soit en Liga, même s'ils perdent, il fait des très bons matchs. Là, il a marqué. Valverde revient bien. Est-ce que tu penses que c'est le retour de la confiance du Real Madrid juste avant l'échéance contre Liverpool et les futures échéances contre le Barça? Je pense que quand tu as des grands champions comme ça qui ont gagné énormément de compétitions, de Ligue des Champions ensemble et qui se connaissent très bien, c'est pas une histoire de confiance et c'est pas une vulgaire Coupe du Monde des clubs qui va permettre de régénérer l'équipe, etc. Je pense que faudra arriver contre Liverpool en février et on verra très bien que le Real Madrid sera très très performant. Peut-être qu'ils sortiront, mais en tout cas ils seront là dans l'état d'esprit et ils seront performants quand même. Je pense pas que la victoire en Coupe du Monde des clubs ait changé réellement quelque chose. Oui, peut-être que ça peut donner de la confiance bien sûr, mais j'ai envie de te dire, la Coupe du Monde des clubs, ils la gagnent tous les 4 matins de toute façon. Al Hilal, voilà, il y en a partout des équipes comme Al Hilal en Liga. C'est juste un trophée de plus, c'est un trophée symbolique. Je manque un peu de respect à cette compétition, mais c'est juste symbolique. Et je pense qu'en réalité, ils n'ont pas besoin de ce genre de compétition pour être motivés, pour jouer leur compétition, parce que c'est leur compétition en Ligue des Champions face à Liverpool. Donc je pense qu'en réalité, ils seront prêts face à Liverpool. Je ne me fais pas de soucis là-dessus. On ferme le volet Espagne, les gars, on passe en Bundes. Bon, la Bundes qui s'est achevée aujourd'hui avec une victoire. Bon, c'était vendredi, mais c'était il y a 2 jours. Le Bayern a gagné 3-0 contre Bochum, je crois, avec un beau 11, un très beau 11. Maintenant, Bochum, respecte l'Allemagne, Bochum. Le Bayern qui reprend la tête de la Bundesliga. C'était l'Union Berlin qui était passé devant pendant un court instant. Et je vais plus focus le volet Bundesliga sur l'Union Berlin et le joueur qui vient de signer, Aïssa Lendouni. Momo et moi le connaissons très bien, c'est un joueur tunisien qui a brillé, même s'il est sorti en pouille, qui a brillé pendant la Coupe du Monde. Je ne sais pas si Léo et Elliot savent qui il est. C'est le joueur, voilà, le numéro 14 de la Tunisie. Ouais, le chauve. C'est ça. C'est ça, il avait fait un très bon match contre la France. Et là, il a signé justement à l'Union Berlin en provenance de Ferencváros. Et voilà, je vais afficher les stats de son match, de sa première titularisation face à ORP Leipzig. Une victoire d'ailleurs de l'Union Berlin. Et j'aimerais savoir, Momo, qu'est-ce que tu penses de ce transfert et de l'acclimatation de Aïssa Lendouni à l'Union Berlin? Est-ce que c'est un bon championnat pour lui? Est-ce qu'il est à sa place, deuxième de Bundesliga? Est-ce qu'il va s'imposer? Mais déjà, j'aimerais connaître l'avis un peu de Elliot et de Léo. Vous l'avez vu, je pense, Tunisie, non? Oui. Elliot, t'avais pensé quoi de son match? Tu te disais que c'était un grand joueur, un bon joueur? Non, mais j'ai regardé tous les matchs de la Tunisie pendant les phases de groupe. Ouais. Non, franchement, je l'avais dit à Walid ou à toi, je sais plus. J'avais dit que c'était le joueur qui m'avait le plus plu dans la Tunisie. Franchement, je l'avais trouvé exceptionnel. Il a été vraiment exceptionnel. Et au-dessus, je trouve l'équipe de la Tunisie, il a été un cran au-dessus. Ouais. Et non, après, on en parlait, on savait pas dans quel club, s'il pouvait aller dans un top club. C'était une révélation juste Coupe du Monde, vu qu'ils sont pas allés très loin par les phases de groupe. On n'a pas pu voir si c'est vraiment un déclic Coupe du Monde ou si c'est un joueur qui peut aller dans un top club. Mais non, j'ai bien aimé sa Coupe du Monde, franchement. Et non, à voir dans le futur. Et toi, Léo? Bah, moi, j'ai vu France-Tunisie. Et c'est vrai, bon, la France n'avait pas mis son meilleur 11, donc leur jeu était autre part. Mais c'est vrai on voit que c'est un beau joueur, franchement. Et je me souviens d'anciens matchs, il y a 2 ans ou 3 ans à Angers, il me semble, où vraiment, on sentait que c'était un bon joueur. Donc je pense à l'Union Berlin qui carbure bien en Bundesliga. Donc je pense que c'est un bon parti pour les 2 camps. Tout le monde s'en est bien tiré. Un bon joueur dans une bonne équipe. Donc
tout le monde est content. Alors revenons à Pour Momo. répondre Momo, à qu'est-ce que ta t'en penses, question, du coup? moi, je pense que c'est un bon choix parce que c'est un choix auquel on ne s'attendait pas du tout. Déjà, il n'est pas tombé dans le piège des autres joueurs tunisiens à partir s'enterrer en Arabie Saoudite ou au Qatar, donc ça déjà c'est très bien. Et puis je pense que c'est un choix plutôt intelligent. Je pense que le championnat allemand ressemble un peu au championnat hongrois. Bon, je fais un peu un cliché, mais je pense que ça doit être un peu le même style de championnat. Là, il va dans une équipe qui joue quand même le haut de tableau, hein. Ils sont concurrents au titre quand même. C'est quand même pas mal. Et puis je pense qu'on a dû lui promettre un projet long terme avec quelque chose de plutôt intéressant sur le plan sportif, etc. Donc je pense que c'est vraiment un bon choix, un choix auquel, comme j'ai dit, auquel on ne s'attendait pas. Maintenant, voilà, ça peut être encore un nouveau tremplin parce qu'il est très jeune. Ferencváros, c'était un tremplin. Je pense que l'Union de Berlin peut aussi être un autre tremplin pour pourquoi pas viser un plus gros club de Bundes ou pourquoi pas aller en première ligue. Donc je pense que c'est vraiment un bon choix dans un club émergent. Hein. C'est un club émergent, c'est un club qui bâtit aussi, c'est le club de la capitale. C'est un club qui bâtit, qui construit des belles choses, qui propose des belles choses en Bundesliga chaque week-end. Donc c'est vraiment un bon choix. En espérant qu'il va s'imposer comme son compatriote qui joue à Cologne, Elias Skiri. Voilà, il était sur les tablettes de l'OL, si je ne me trompe pas, pendant ce mercato. Voilà, c'est un joueur. Mais il a refusé Lyon d'ailleurs. Il a refusé. C'est très. Il a refusé Lyon. Pourtant, c'est un très bon joueur. C'est un joueur assez sous-coté. Personne n'en parle. J'ai jamais entendu quelqu'un parler de Elias Skiri, mais c'est un joueur assez sous-coté qui fait le travail de l'ombre dans le milieu de Cologne. Il a été élu meilleur milieu de terrain l'année dernière, je crois, de Bundesliga. Et ses performances à la Coupe du Monde ont été assez correctes aussi. Et j'aimerais parler de lui et de ses performances récentes à Cologne, car en 5 matchs, il en est à 5 buts. Alors que c'est un milieu de terrain. Voilà, c'est limite une sentinelle. Donc il est dans une super forme, Elias Skiri, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez de sa forme, surtout toi Momo qui connais le joueur et qui le suit depuis longtemps. Qu'est-ce que tu penses de Elias Skiri et de son rôle à Cologne? Est-ce qu'il mérite un meilleur club? On sait que peut-être Dortmund vous le voulez à un moment. Bah, c'est surprenant parce que quand il était à Montpellier, il avait un peu ce profil de Sergio Busquets. C'est un Sergio Busquets en réalité. Donc on ne s'attendait pas à ce que quand il arrive en Allemagne, il puisse performer autant sur le plan offensif et qu'il puisse marquer autant de buts. Là, on a l'impression qu'à Cologne, il est au four et au moulin. Et bien sûr qu'il mérite un meilleur club. Le choix d'aller à Cologne était un choix plutôt intelligent parce que voilà, passer de Montpellier à l'Allemagne, c'est quand même un choix plutôt intéressant. Là-bas, il a aussi fait ses gammes, fait ses classes. Il est monté petit à petit. Il est devenu vraiment un élément indispensable du FC Cologne, et bien sûr qu'il mérite un meilleur club, mais quand je dis meilleur club, je ne parle pas de Lyon, je parle d'un club, je ne sais pas, un club anglais, un plus gros club allemand, ou un plus grand club espagnol. Ça peut vraiment être intéressant pour lui parce que c'est vraiment un très bon joueur qui est très très propre, qui sait aussi marquer des buts, voilà, qui sait se projeter vers l'avant. Donc c'est vraiment un joueur très 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 intéressant et qui peut, je pense, s'imposer dans un grand club et passer un cap, parce que Cologne c'est bien, mais je pense qu'il mérite quand même mieux. Fini les Tunisiens d'Allemagne, on va un peu descendre en pays. On va parler de l'Italie et de la Serie A. Donc voilà, j'aimerais juste revenir légèrement sur la Serie A. Voilà, j'ai pas envie de m'éterniser sur la Serie A. On va parler de. Je vais juste vous poser une question. Est-ce que vous pensez que Naples, ça y est, le titre est bouclé et qu'ils vont gagner le titre? Comment ils ne peuvent ne pas être champions avec 16 points d'avance? 16 points d'avance. Un match en plus, mais 16 points d'avance. 16 points d'avance, c'est impossible à rattraper. L'équipe qui s'écroule avec la forme qu'ils ont. Mais ce qui est intéressant à parler, je vais plus poser cette question-là, c'est comment l'AC Milan a autant coulé, a autant chuté d'une saison à l'autre. Comment vous expliquez ça, vous? Léo, comment t'expliques ça? Bah, c'est peut-être un mercato pas si bien pensé que ça. Il me semble qu'ils ont pris 2 Keletéar de Bruges. Mais je sais plus qui ils ont pris d'autres, mais Dest aussi de Barcelone. Ouais. Il me semble, mais qui ne joue quasiment pas. Ouais. On le voit jamais. Donc l'AC Milan, bah, c'est dur à comprendre. On croit une équipe qui tournait si bien l'année dernière peut s'écrouler comme ça, mais bon, c'est déjà arrivé dans l'histoire de plusieurs championnats européens. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette série, c'est pas tant le vainqueur. Le vainqueur, on le connaît déjà. Je pense qu'eux-mêmes le savent déjà. On dit jamais non, mais il faut attendre que la Ligue se finisse. Non, on sait que Naples a gagné, mais c'est plus les qualifications européennes. Car il me semble que de la 2e à la 7e ou la 8e place, ça joue en... La 6e. La 6e à la 6e, il y a 4 points. Parce que j'avais encore la Juventus en tête, mais c'est vrai que la Juventus est retraitée à points. On peut les oublier. C'est plutôt ça qui m'intéresse, moi, en Italie. Donc, à voir qui va accéder à Champions League, Europa League, Conference League. Parce que pour moi, Naples, c'est fini, c'est plié. Là, ils ont gagné 2 ou 3-0 contre Cremonese avec un Kvaratskhelia encore. Osimhen aussi.
Osimhen, la doublette, Kvaratskhelia, Osimhen qui est qui fait très très mal. Et j'ai hâte de voir ça en Ligue des Champions, ce que ça peut donner. Et Momo, tu penses que la Serie A, est-ce que c'est le championnat le moins bling bling, enfin le moins suivable cette année, vu la différence d'écart entre les leaders de Je pense fin? que la Serie A, c'est pas un championnat qui attire le fan de football. Je pense que les gens préfèrent regarder la Première Ligue. Même nous, en tant que Français, on préfère regarder la Ligue 1. C'est pas un championnat vraiment bankable. Et puis, il y a des problèmes structurels en Serie A, sur le marketing, etc. Je vais pas développer ici, mais il y a d'autres problèmes un peu plus structurels au niveau des recrues, etc. La Serie A est pas assez attractive, c'est plutôt compliqué. Il y a des joueurs aussi qui préfèrent partir en Angleterre ou qui préfèrent Lukaku a préféré aller à Chelsea plutôt que de rester à l'Inter. Hakimi a préféré aller au PSG plutôt que de rester à l'Inter. Donc il y a aussi ce problème d'attractivité et c'est compliqué toujours de garder les bons joueurs en Serie A. Donc c'est un championnat qui est quand même assez sous-coté. Pour parler de la Serie A cette année, Naples est vraiment une équipe hyper enthousiasmante. Je pense aussi que c'est un des favoris pour la Ligue des Champions. Le jeu qu'affiche le Napoli, c'est vraiment monstrueux. On a Kvara, Osimhen qui sont des joueurs absolument merveilleux, mais il y a aussi d'autres très bonnes équipes en Serie A. Bergame, ils ont aussi leur philosophie de jeu qui est très intéressante depuis des années, où ça construit plutôt pas mal. On a Mourinho avec la Roma, donc là aussi ça apporte un peu de chaud dans le championnat. Bon, la Juve, il y a aussi des problèmes, c'est très compliqué, ils ont eu leurs sanctions. Donc voilà, la Serie A, c'est un championnat qui est vraiment enthousiasmant. De la 2e à la 6e place, comme vous avez dit, à 4 points. Donc ça va être vraiment excitant à suivre. Le Napoli, c'est la belle histoire. 3 ans après la mort de Maradona, champion d'Italie, et Dieu sait qu'ils l'ont attendu ce titre. Donc voilà, c'est vraiment un très bon championnat. Le Napoli va être champion, comme l'a dit Léo. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, vive la Serie A, j'ai envie de vous dire. Merci Momo. Maintenant les gars, on va fermer le volet Europe. Voilà, c'est fini le tour d'Europe. Mais on va reparler de l'Europe, car c'est le moment du LDC Time, les gars, le moment qu'on attend tous. La coupe aux grandes oreilles, et c'est parti. Alors, on va parler de la Ligue des Champions, les gars. Ça arrive, 14 février, 15 février. C'est pas la Saint-Valentin, non, c'est la Ligue des Champions. Et bon, on va commencer très doucement, les gars. On va pas parler de l'énorme choc. AC Milan Tottenham, Bruges Benfica, Dortmund Chelsea. Et le choc de la semaine Paris-Bayern. Rapidement, on va donner un petit pronostic sur chaque match, sauf Paris-Bayern. Donc je vais commencer par Elliot. Dis-moi un petit pronostic pour AC Milan Tottenham, Bruges Benfica et Dortmund Chelsea. Milan-Tottenham, honnêtement, je vois bien un petit match nul à l'aller, honnêtement, parce que les deux équipes ne sont pas en forme. Tottenham, on a vu face à Marseille, c'est pas une top équipe. AC Milan, il vient d'en parler, Léo vient justement d'en parler, c'est pas une bonne saison. Petit match nul. Bruges-Benfica, honnêtement, je pourrais pas me prononcer, je connais pas les deux équipes. Qui va le regarder Qui va regarder ce match Qui va regarder. Et c'est quoi le dernier match? Chelsea-Dortmund? Ouais, Dortmund-Chelsea. Ouais, je vois bien une victoire de Chelsea quand même, avec un petit 2-1. Un petit 2-1 avec une belle. Avec le mercato qu'ils ont fait, j'espère qu'ils gagneront. Parce que ils ont dépensé. J'ai hâte de voir Fernandez. T'as dit quoi? Ils auront l'air con s'ils gagnent pas. Exactement. Et j'ai hâte de voir Fernandez là, ce qu'il va proposer avec Joao Félix. Non, ça va être un bon match. À toi, Léo. Dis-nous tes pronostics des 3 matchs. AC Milan, Tottenham, vu les formes des deux équipes qui sont pas très bonnes. Tottenham qui arrive à gagner contre Manchester City, ensuite qui s'écroule contre je ne sais qui en Première Ligue. Donc je vois le match, je suis pas très enthousiaste par rapport à ce match. Mais vu que c'est à Milan, San Siro, je dis quand même une petite victoire 2-1 à l'arraché des Nerazzurri. Ensuite, Bruges-Benfica. Benfica que j'ai suivi pendant la coupe, pendant les phases de poule, une très belle équipe. On va voir ce que ça va donner sans Enzo. Mais je donnerai Benfica face à Bruges. Et ensuite, le dernier match, vous m'avez dit... Dortmund-Chelsea. Chelsea-Dortmund. Au Sinan Iduna Park, moi je donnerais Dortmund qui tourne bien en ce moment en Bundesliga après une bonne phase arrêtée. Chelsea qui a encore du mal à retrouver malgré les millions dépensés. Donc je verrais bien 3-1 Dortmund. Et toi, Momo, rapidement? C'est Milan-Tottenham, en réalité, je ne pourrais pas vraiment me prononcer. Comme a dit Elliot, Tottenham, bon, c'est pas le haut du panier en première ligue. Milan, c'est un peu la crise. Je vois bien 0-0 en réalité sur ce match-là, ou un partout, pourquoi pas. Bruges-Benfica, pourquoi tu as inclus un match d'Europa League dans le bail là? J'ai pas compris. Bruges-Benfica, non, Benfica est une très bonne équipe, vraiment. C'est une très très bonne équipe qui peut inquiéter les plus gros. Même Bruges a montré de très belles choses en poule aussi. Je vois bien un 3-1 pour Benfica.
Et Dortmund-Chelsea, moi je vois une victoire de Dortmund. Je pense qu'au Signal Iduna Park, ça peut vraiment, ils peuvent vite prendre le bouillon Chelsea. Donc je pense que je vois bien un petit 2-1 pour Dortmund. Dans l'ambiance chaude du Signal Iduna Park, avec un Bellingham en feu, je pense que ça peut bien tourner pour Dortmund. Merci pour vos pronos, les gars. Et maintenant, c'est le pronostic choc, les gars. C'est Paris-Bayern au Parc des Princes. Alors, je vais vous demander de dire chacun vos pronostics, sans forcément beaucoup développer, quelques mots après, parce qu'après, je vais poser des questions, bien sûr. Donc, Elliot, ton pronostic pour PSG-Bayern, avec quelques mots. Écoutez bien, je pense que je vais être le seul ici, pronostiquer 2-0 pour Paris. Qui va marquer pour Paris? Il va marquer, ça va être Ramos, s'il joue Ramos, j'espère. Et après, non, j'ai pas, il y a pas de bon joueur qui va sur le Non, tu sais pas, mais C'est comme ça. pas équitiqué, hein. C'est vraiment pas équipe. Il va jouer, il va être titulaire. Si Mbappé n'est pas remis, il va être titulaire. Et allez, je vois bien un Ekitike et un Ramos, buteur. Je le dis. 2-0. Léo, à toi. 2-0. Moi, je dirais match nul un partout. Avec le qui comme PSG, buteur? on sait jamais ce qui peut arriver en Ligue des Champions. Donc, peut-être un bon début de match poussé par le Parc. Et ensuite, le PSG qu'on connaît actuellement. Donc, ça ne m'étonnerait pas que le Bayern en profite non plus pour égaliser. Mais le Bayern non plus qui n'est pas sur une bonne phase en Bundesliga, même s'ils ont gagné 3-0 ce week-end. Ils ont enchaîné 3 matchs nuls d'affilée. Donc, on nous a promis un grand choc. Mais pour l'instant, c'est des équipes qui ont aussi du mal en championnat. Et tu penses que c'est qui va marquer côté Bayern et côté Paris pour le 1-1? Pour Paris, je dirais Hakimi. Et pour le Bayern, je dirais Coman. Coman et... Tout à du joueur formé au PSG qui marque contre son club, comme en finale de Ligue des Champions en 2020. Donc, je parle là-dessus. Et Momo, ton pronostic? Moi, je pars sur un 4-1 pour le Bayern. C'est honnête, même si c'est vrai, en réalité j'aime beaucoup le Bayern, mais on a tendance à surcoter le Bayern. Il a raison, Léo. Ils ont eu un début d'année très difficile. Ils ont des failles défensives. Je pense que Messi et Neymar peuvent faire des choses. Même Ekitike, quand j'adore critiquer, je pense qu'il a des qualités. Et il peut faire quelque chose aussi. C'est une défense qui n'est pas vraiment, c'est pas une défense extraordinaire le Bayern. Donc je pense que le PSG peut marquer son but. Maintenant, offensivement, quand j'entends que certains disent que le Bayern ne marquera pas, je veux dire offensivement, c'est quand même très très fort. Et quand je vois la défense du PSG. J'ai du mal à croire que le Bayern ne marquera pas dans ce match-là. Je pense qu'ils mettront au moins un but parce que la défense du PSG est quand même assez limitée et que le Bayern, c'est une armée. Donc je pense que le Bayern va l'emporter 4-1. Maintenant, ça reste à voir. C'est un match de Ligue des Champions. On ne peut pas pronostiquer ce genre de match. Le Bayern a eu un début d'année compliqué. Le PSG, ils peuvent appuyer sur l'interrupteur et ils pourront être pourquoi pas performants d'un coup. Donc on ne sait pas. C'est la Ligue des Champions. C'est une compétition irrationnelle. Voilà. En parlant d'armée, je vais vous citer la composition du Bayern contre Bochum. Sommer, Pavard, Upamecano, De Ligt, Gnabry, Goretzka, Cancelo, Sané, Musiala, Müller, Choupo-Moting. Est-ce que, Elliot, tu penses que c'est un 11 assez armé pour abattre le PSG au Parc des Princes, malgré que tu as pronostiqué une victoire du PSG? Mais pour moi, sur le papier, Paris est moins bon que le Bayern. C'est une vérité. Merci. Mais sauf que Paris, quand ils sont en difficulté chaque année, au match aller, ils vont réussir à gagner. Et au match retour, il y aura tout le monde. Il y aura Mbappé en pleine forme. Il y aura Messi en pleine forme. Ils vont tous jouer. On va s'emballer. On va dire oh Paris, oh que c'est pour Paris. Paris est magique. On va dire ça. Bam. Et ils vont perdre. Ils vont prendre une remontada. Ils vont prendre 3-0. Et vous allez voir. Et c'est pour ça que en fait, j'étais d'accord avec toi jusqu'à ce que Mbappé se fasse mal. Mais Mbappé sera de retour au match retour. Oui, d'accord, mais moi, en réalité, j'étais d'accord avec ton point de vue. Je pense que ça va être ça. Si Mbappé est là, ils vont se qualifier contre le Bayern, on va les idéaliser et ils vont tomber derrière contre un Benfica ou un Naples et ils vont se faire éteindre. Non, ils passent pas le tour du Bayern. Au retour, ils se prennent une claque. Ah, possible. Mais s'ils passent le Bayern, les journaux vont s'enflammer et dire que ça y est, c'est la meilleure équipe d'Europe et que c'est la fin, ils sont arrivés. Ils vont se manger un Naples, on va les sous-estimer, Napoli, on va leur manquer de respect. Et derrière, ils vont se faire. Exactement. C'est le scénario du Paris Saint-Germain. Et j'ai une question pour. On a l'habitude. J'ai une question pour Léo et une question pour Momo. Alors Léo, est-ce que tu penses que Kimpembe doit être titulaire pour cette confrontation, même cette double confrontation, à la place d'un Marquinhos ou d'un Ramos contre le Bayern? Pour moi, la charnière du PSG, ça doit être Kimpembe, Ramos. Marquinhos, Ils sont 3. Ils jouent à 3 derrière. Bon, ça dépend, souvent il joue pas à 3. Ça dépend comment il va appréhender le match. Je pense qu'il est avec Danilo. Mais s'il joue à 2, pour moi,
Une charnière, t'as Kipembe à gauche, pied gauche, Ramos droite, pied droite. Marquinhos, pour moi, il doit goûter un peu au banc, même si c'est le capitaine. Ça fait 1 an qu'il est fantomatique. Donc tu le rajoutes à ça l'aspect émotionnel avec le Brésil à son penalty raté. Pour moi, là, il doit goûter un peu au banc, même Champions League ou pas, même si sa femme, elle met des stories sur Instagram, on s'en fout. C'est sur le banc. Donc moi, ce sera ma C'est charnière. laquelle femme, la femme duquel? Parce qu'elles mettent toutes des stories, les femmes, maintenant. Et Momo, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu titulariserais Mbappé, même sur une jambe, contre ce Bayern-là, ou ça serait plus risqué, comme par exemple le Real l'a fait avec Benzema au match aller contre le PSG l'année dernière? Ça sert à rien ou il faut quand même le titulariser pour toi, même s'il est à 50%? Je suis pas médecin, donc je connais pas vraiment la gravité de la blessure. Maintenant, si Mbappé, entre Ekitike à 100% et Mbappé à 60%, autant mettre Mbappé à 60%. Même a dit ça. Tu prends le risque qu'il aggrave sa blessure et de ne pas l'avoir pour le retour. Voilà, moi je préfère le préserver, essayer de limiter la casse en son absence et puis derrière tout miser sur le retour avec lui à 100%. Moi je ferai ça. Maintenant, on ne connaît pas la gravité de la blessure. Si on peut l'avoir à 60-70%, mettons-le, mais on prend le risque d'aggraver la blessure. Alors qu'on peut l'avoir à 100% pour le retour et essayer de limiter la casse à l'année. Et Elliot, tu t'attends à un sursaut d'orgueil, à un retour de force des Vitinha, des Carlos Soler, du milieu un peu pauvre du PSG, ou tu sens pas du tout? Non, pour moi, Vitinha va être titulaire, ça va être Verratti, Vitinha et Ruiz, à mon avis. Il va pas mettre Soler. Et le joueur dont on parle pas assez, c'est Danilo. Ouais. C'est pour moi le meilleur défenseur de Paris. L'un des meilleurs joueurs de Paris, hors Mbappé, avec Nuno Mendes qui est très fort aussi, Hakimi cette année vite fait. Mais Danilo, attention, Danilo est capable il sort des gros matchs tout le temps, il est tout le temps bon, c'est le seul qui est assez régulier. Mais j'ai hâte de le voir Danilo face à l'attaque du Real. Franchement, j'attends. Bayern. Bayern. Bayern, pardon. Juste, petite parenthèse, tu faisais sur la défense centrale du PSG. Ils vont jouer à 3 le PSG. Pour moi, il joue à 3. Ils jouent à 3. Écoutez, Ramos. Peut-être vais-je passer pour un fou, mais moi je mets Kimpembe, Danilo et Mukiele. Et exit les Marquinhos, les Ramos. Moi je pense que Ramos contre les Sané, les Gnabry, les Coman, ça va être pas. Mais Ramos, l'expérience. Regarde face à Marseille. Dans ces cas-là, on met Beckenbauer alors. Face à Marseille. Qui c'est le bon seul défenseur face à Marseille à Paris? Il prend aucun penalty. Ramos. Oui, un penalty, je suis Marseillais, un penalty un peu gentil. Après, il n'y a pas penalty. Mais moi, il marque son but. En fait, je pense que Galtier doit maintenant trancher dans le vif. Tout simplement. De toute façon, ça sera pas pire que c'est actuellement. Donc autant trancher dans le vif, prendre des vraies décisions et titulariser Danilo et Mukiele qui sont des soldats qui sont peut-être moins talentueux que Marquinhos et Ramos, mais qui sont des soldats et qui donneront tout pour le club. Et qui risquent pas de craquer mentalement à l'heure de jeu si ça tourne mal. Ah mais Mukiele, c'est un CRS sur le terrain. Honnêtement, Mukiele, il est trop nul depuis le début de la saison. À chaque fois qu'il rentre, il est nul. Mais Mukiele, sur ce genre de match, ça peut surprendre. C'est-à-dire qu'il est né dans la région parisienne. Il va tout donner. Un Ramos, un Marquinhos, je suis pas sûr que ça donne tout, moi. La mentalité. Ancien joueur de Bundesliga. En plus, qui a l'habitude de ce genre de match. Il a joué avec Upamecano, donc il connaît aussi Upamecano. Et puis, si je peux te couper, Galtier ne prendra jamais ce risque. Parce que Galtier il a la pression de l'émir, il a la pression de Nasser, il a trop de pression, Galtier. Je sais. Non, mais moi, Galtier, s'il fait ce choix, c'est pas payant, c'est foutu pour lui, il dégage. Non, mais de toute façon, s'il met Marquinhos Ramos et que c'est pas payant, c'est foutu aussi pour lui. Ouais, mais beaucoup moins. Beaucoup moins que s'il met Mukiele aussi. On sait tous qu'il y a des pressions qui viennent de là-haut qui lui diront de mettre Marquinhos et Ramos. Seulement, si j'étais coach du PSG et que je n'avais pas les pressions qu'il a actuellement, lui, il y est pour rien. On ne peut pas lui reprocher les choses. Il ne coache pas Saint-Etienne et Lille. Là, c'est différent. Il y a des pressions politiques, donc c'est différent. Mais moi, si j'étais coach du PSG et que j'étais dénué de toutes ces pressions-là, je mettrais Kimpembe, Danilo et Mukiele. Je pense qu'on le ferait tous. Bon, on va fermer les yeux sur les gens de Twitter qui disent que moi, je mettrais Ramos buteur et Hakimi et Nuno sur les ailes. Il faut pas partir en vrille comme ça. Voilà, il faudrait... Ramos buteur. Ramos bleu, oui. Oui, numéro 9. Oui. Il y a des gens qui sont fous sur les réseaux. Mais bon, ça va sûrement être Ekitike le basketteur. Et d'ailleurs, c'est une belle transition avec la chronique d'Eliott. Eliott qui va nous parler de plusieurs sports différents. Et c'est la chronique d'Eliott, le multi. Alors, Eliott, j'ai entendu parler de basket, de LeBron James, de records. Parle-nous-en. Là, on va
partir sur le continent américain. LeBron James qui vient de taper le record du plus grand nombre de points inscrits avec 38 390 points en carrière. C'était un moment, honnêtement, c'était un moment de légende. En plein carton, donc à 11 secondes de la fin, ça s'est arrêté. Il a mis le panier, ça s'est arrêté. Tout le monde est rentré sur la pelouse, il a pleuré. Il y avait son fils, il y avait ses deux fils, sa fille, sa femme, sa mère. C'était un super moment. Beaucoup d'amateurs de basket ont lâché leurs larmes. Je ne fais pas partie de cela parce que je viens de m'y mettre. Mais c'était un super moment. Et dans le basket, cette semaine, il y avait aussi un autre événement super important, c'était la trade deadline. C'est comme le mercato? Pardon? C'est comme une sorte de mercato? C'est ça, c'est un peu la limite des mercatos. Okay. Sauf qu'au basket, dans la NBA, il n'y a pas de transfert avec de l'argent. C'est des trades. Ça veut dire qu'on va par exemple envoyer un joueur et en contrepartie, on reprend un joueur et des pics de draft. La draft, c'est pour avoir les jeunes joueurs, les meilleurs jeunes joueurs. Okay. Et donc, il y avait un projet de super team, un peu comme Chelsea est dans le foot, avec les Nets. Les Brooklyn Nets, ils avaient comme deux stars, Kevin Durant et Kyrie Irving. Kevin Durant, lui, est parti donc, chez les Suns, qui est un bon concurrent à l'Ouest, donc dans la conférence Ouest. Et Kyrie est parti donc, chez les Mavs, chez Dallas Mavericks. Et franchement, c'est des gros trades. Les Brooklyn Nets s'en sortent pas mal. Ils ont échoué dans leur projet de super team. Et maintenant, ils ont décidé donc, de récupérer des tours de draft avec des jeunes joueurs pour repartir sur un projet important. Et non, franchement, la trade deadline était assez agitée. Et il y avait un joueur de Memphis chez les Grizzlies, Ja Morant, qui est une superstar, qui disait qu'à l'Ouest, il était un peu trop tranquille, il n'y avait pas assez de concurrence. Maintenant, on a une vraie concurrence à l'Ouest avec des grosses équipes, avec les Suns, les Mavs, les Kings, les Nuggets et donc les Memphis Grizzlies. Et donc sur le continent américain aussi, là en ce moment, pendant qu'on parle, il y a le Super Bowl, qui est un grand événement là-bas. Ça va opposer les Philadelphia Eagles face aux Chiefs de Kansas City. Honnêtement, c'est un super événement. Regardez, il faut regarder ça. Ouais, c'est à suivre, ça, c'est à suivre. Qui chante au Super Bowl? Rihanna. Quand je pense qu'il y a 30 ans, c'était Michael Jackson. Exactement. Ouais, bref. Mais c'est un super événement à regarder, franchement. Et Elliot, il y a une compétition d'un certain sport en France, parle-nous-en. Ouais, Cocorico, on a un championnat du monde en France. C'est incroyable. Championnat du monde de ski alpin. Et on a un Français qui s'est surpassé, on le connaît tous, Alexis Pinturo. Il allé chercher sa médaille d'or, notamment en étant premier sur le combiné. Le combiné, c'est un mélange de deux épreuves avec le super G et le slalom. Il a fait premier sur le super G et troisième sur le slalom, ce qui est incroyable. Et il allé chercher une médaille d'or inattendue. Mais on a aussi, aujourd'hui, on a eu une championne du monde française. C'est en biathlon, Julia Simon, qui est la leader du classement général. Elle a réussi à aller chercher une course magnifique avec un 19 sur 20, un bon temps de ski. Et elle nous a provoqué des frissons, honnêtement. Le biathlon, ça se passe sous côté. J'en parlerai dans une prochaine chronique. Mais c'était un super moment. C'était franchement à vivre. Et sur le volet, un autre sport, le rugby. Il y a eu aujourd'hui, il y a quelques jours, il y a eu un choc entre le premier et le deuxième mondial, non? Malheureusement, c'est les Français. On s'est incliné. Voilà, on a perdu face aux Irlandais. Et c'est triste parce que on faisait un bon match. Le premier mi-temps était folle à vivre. C'était serré, ça se répondait. Il y avait Damien Penaud a mis un essai incroyable avec une remontée de balle folle. C'était un gros match. Bon, j'ai vu quelques messages sur Twitter qui disaient qu'on avait été désavantagés par l'arbitrage. Il y a eu des erreurs. Certes, il y a eu des erreurs, mais les Irlandais étaient meilleurs que nous. Il faut s'avouer vaincus. Il faut être fair play. Aujourd'hui, il y avait Angleterre qui a gagné facilement face à l'Italie, alors que nous, on avait galéré la semaine dernière, donc ça a été un beau choc. Et il y a eu l'Écosse qui a gagné face au Pays de Galles, assez largement, avec 7 points pour le Pays de Galles. Et je crois que tu avais une petite question sur un autre sport à poser à nos deux copains Léo et Momo. C'est sur le tennis. Tu avais une petite question. Exactement. Alors, je vais vous poser un peu le contexte. La question, c'est qui est le GOAT du tennis? Donc, on a trois. Il y a le Big Four avec Andy Murray, mais là, on va parler du Big Three. C'est avec Nadal, Djokovic et Federer. Donc, je vais vous poser un peu le contexte. Dites-vous qu'en 19 ans, il y a seulement 12 autres gagnants de Grand Chelem, à part eux. C'est fou, en 19 ans, il y a 4 Grands Chelems par année, c'est incroyable. Donc Nadal a 22 titres du Grand Chelem, 14 Roland Garros, 2 Wimbledon, et 2 Open d'Australie et 4 US Open. Djokovic, 22 titres également, 10 Open d'Australie, ce qui est fou. 2 Roland Garros, 7 Wimbledon et 3 US Open. Et Federer, qui lui est en dessous au niveau de titre de Grand Chelem, 20
avec 8 Wimbledon, 6 Open d'Australie, 5 US Open et un seul Roland Garros. Bah, je vais Donc, laisser. je pose la question à tous les trois, même à Walid si tu veux répondre. Qui pour vous est le GOAT du tennis et pourquoi? À Momo, je te laisse commencer. Bah, moi, subjectivement, j'ai toujours préféré Rafael Nadal, hein, je l'ai jamais caché. Moi, c'est vraiment mon idole, même si une de mes idoles en termes de sport, ça a toujours été Rafael Nadal. Moi, ce qu'il fait à Roland Garros, c'est impressionnant. J'ai jamais vu ça de ma vie, cette régularité, cette détermination, ce mental d'acier, parce qu'il y a énormément de joueurs qui, au bout de, je sais pas moi, 2-3 Roland Garros, pourraient sur le quatrième un peu être en détente et jouer tranquillement, se dire j'en ai déjà gagné 2-3, c'est pas grave. Lui, 14 et il joue toujours son 14e comme si il jouait son premier. Donc c'est absolument impressionnant. Maintenant, il va essayer d'aller chercher le 15e. Hein. Cette année, il va se préparer pour y aller. Il est essayer de le gagner. Mais moi, je pense qu'auprès des fans, celui qui est le GOAT, c'est Federer. Maintenant, Federer, c'est la classe, c'est la grâce, etc. Mais je pense pas que tennistiquement, ce soit au-dessus de Djokovic et Nadal. Je pense que oui, c'est la classe, il y a quelque chose d'un peu d'irrationnel autour de Federer, mais je pense pas que ce soit lui vraiment tennistiquement le GOAT, ni Nadal. Je pense que le meilleur joueur de tennis, si on parle de vrai tennis, on parle pas d'image, de marketing, c'est Djokovic. Moi, je pense que Djokovic, et en plus, il est plus jeune, donc il va pouvoir gagner encore plus de grands chelems. Moi, je pense objectivement que le GOAT, c'est Djokovic. Maintenant, il y a un problème d'image. Ce mec, il est un peu bizarre, il est un peu perché, ce gars-là. Il est pas comme les autres. C'est pour ça qu'on l'aime pas trop. Il a aussi eu ses excès. Et moi, je pense que c'est Djokovic, même si, subjectivement, j'ai envie de dire Nadal. Avant de te laisser parler, Léo, j'aimerais juste rajouter que, en fait, c'est Federer, je pense que c'est celui qui a vraiment emmené le tennis au niveau global. Ouais. J'ai beaucoup de gens qui connaissent pas trop le tennis. Si je leur dis, dis-moi un joueur de tennis, Federer et après Nadal. Djokovic, c'est vraiment pour les connaisseurs. Ah, c'est vraiment, voilà. Alors qu'il est à la table des deux autres. Djokovic, pour moi, j'étais avant son Open d'Australie, c'était Nadal, pour moi, le meilleur joueur. Mais là, maintenant, Djokovic, il a joué avec une blessure de 3 cm. Ouais. Il a réussi à avoir un niveau de jeu. Il n'y a eu personne qui l'a inquiété. Il a perdu qu'un set, c'était face à un Français, Etienne Kouakou. D'ailleurs, passez le bonjour. Qui a réussi à gagner un set, ce qui est fou. Mais non, Djokovic est meilleur. Vas-y, Léo. Bah, franchement, j'ai rien à dire parce que Momo, il a tout dit. Nadal, c'est dans le cœur, c'est une habitude. Chaque année, vers mai, juin, t'allumes ta télé, tu mets France 2, tu regardes Nadal Roland Garros, et on a grandi comme ça. Donc le cœur dirait Nadal, mais quand tu vois qu'il s'impose de partout, que l'année dernière, quand tu sais l'histoire de vaccin qu'il y a eu avec l'Open d'Australie, et il regagne, le mental qu'il faut avoir, Djokovic. C'est moi, j'ai pas. Écoute, et toi qui as un œil un peu plus extérieur, qui aura pas trop le tennis, pour toi, c'est sur les écoutes que tu as eues, c'est qui pour toi? Bah, moi, vu que je suis pas un mec qui suit beaucoup le tennis, comme tu as dit, c'est assez extérieur pour moi. Mais des échos que j'ai eu, je sais, pour moi, selon l'avis public, j'entends beaucoup que Federer est vraiment le GOAT incontesté. Que vraiment, c'est vraiment l'idole des générations précédentes. Voilà, les grands frères, les darons, tout ça. Mais personnellement, si je devais en choisir un, tu vois, comme il a dit Léo, quand t'as allumé la télé, que tu connaissais pas grand chose, tu voyais Nadal gagner, c'était exceptionnel. Sur terre battue à Roland Garros. Et même, petit côté madrilène, on sait qu'il a une place assez sympa dans le cœur des madrilènes. Il a gagné autant de Roland Garros que le Real de Madrid. Ouais, que Ligue des Champions, voilà, exactement, 14. Le mec qui ramène tout à lui. Je suis toujours obligé de ramener ça au Real, mais si je devais dire une préférence, ce serait Nadal, mais en soi, c'est pas trop... c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais je sais que niveau global, j'ai plus d'écho en tant que sur Federer que sur Djokovic et Nadal, malgré ce que font les deux autres compatriotes. Mais je trouve que c'est un très beau sport, le tennis. Ok, je peux juste rajouter un truc. Il y a un jeune Français en 2015, Arthur Fils, qui est en train de performer. Il a fait quart de finale, je crois, à Montpellier, à l'ATP. Il est monstrueux. J'ai essayé de pas lui porter l'œil et pas lui tuer sa carrière que les Français font. Mais honnêtement, il est monstrueux. Il a battu Gasquet. Il est allé chercher des gros. En plus, c'est un peu un chambreur parce que le public était pour Gasquet. Il était comme ça. C'est un peu un chambreur. C'est un bon. Et j'ai hâte de le voir justement à Roland Garros, voir s'il a une wildcard pour pouvoir faire le tournoi. Mais pour faire un parallèle avec le foot, le débat est un peu plus controversé qu'au foot. Messi et Ronaldo, globalement, les gens préfèrent Messi et placent Messi au-dessus. Là, c'est beaucoup plus controversé quand même. En plus, ils sont 3. Donc c'est déjà un peu plus dur de tirer un bout. Le truc, c'est qu'au tennis, c'est plus le. Au foot, c'est pas le cœur qui va parler, c'est que Messi maintenant est passé au-dessus. Au tennis, en fait, les 3 ils se sont suivis. Et comme j'ai la stat,
en 19 ans, donc il y a 4 grands chelems par an, il y a seulement 12 autres vainqueurs. Et si tu mets Andy Murray avec eux, il y en a 11 et honnêtement, c'est effrayant. Et honnêtement, c'est. Il y a qui d'autre? Il y a Silic, il y a Wawrinka, Il y a Tim Del Potro. Del Potro. Et après, 12, en fait, c'est 12 grands chelems gagnés par les hommes. Ok. Non, mais non, franchement, et je trouve que le débat, comme tu as dit au foot, il est plus clivant. Ça veut dire qu'il y a des communautés. Au tennis, tout le monde commence à un peu se dire, ça y est, Djokovic, c'est le meilleur. Ah, mais, pour moi, c'est Djokovic, ouais. C'est tout, et pourtant, fan de Nadal, je suis avec ma famille qui est pour Nadal depuis tout petit. On commence à plus l'avouer. Mais on peut faire un débat plus large sur la place des médias. Parce que si Djokovic n'est pas incontestable auprès des gens, c'est à cause des médias. Non, mais Djokovic aussi à sa part. Il a cherché à avoir plus à être aimé. Et les gens n'aiment pas ça. Nadal, Federer, ils font pas des choses pour être aimé. Federer, lui, c'est par la pub où il a été aimé parce qu'il est passé à la télé. Et Nadal, c'est parce que c'est un mec qui travaille. Mais Djokovic, il a cherché à être aimé. Il cherche parce qu'il sent qu'il est en dessous des deux autres. Donc il fait des actions où il essaye d'être gentil avec les jeunes. Sauf que ça marche pas. On sent que c'est pas réel. Exactement, c'est pas naturel. Pourtant, c'est une crème, tu le vois, il fait avec les jeunes, il s'amuse, il joue. Oui. Voilà. Mais c'est pas naturel et ça se sent. Ça se sent. Ouais. Bon, en tout cas, merci pour cette chronique multisport, Elliot. Franchement, ça nous apprend des choses sur le sport en général, pas que le foot. Ça élargit notre savoir sport. Et c'est sympa, surtout de lancer des petits débats sur le tennis comme ça. Dites les gens en commentaire, mes abonnés, les abonnés, tout ça. Dites qui est les GOAT pour vous. Federer, Djoko, Nadal. Dites qui est le GOAT en commentaire. C'est la fin de la chronique d'Elliot. Et maintenant, les gars, on passe au quiz. Au fameux quiz qu'il va y avoir chaque semaine. J'attendais que ça. Alors, pour ça, moi. On m'a dit, il y a une émission, mais il y a un quiz. C'est bon, je suis là. Il y a 1h30 là. Alors, sachez que le quiz, chaque fois que quelqu'un va gagner un quiz, il aura un point. C'est un compteur de points par émission. Et voilà, après on verra ce qu'on fait. On verra ce qu'on fait dans les autres émissions. Voilà. Oh, doucement. Il n'y a pas de budget. Et voilà, donc tout simplement, je vous explique les règles. Je vais poser des questions. Il y aura des questions spéciales, bien sûr, je dirai avant. Mais c'est celui qui répond le plus rapidement. Et il n'y aura pas de ouais, tu préfères lui, non. Le premier que j'entends, c'est celui qui sort. On lève la main ou pas? Non, tu dis direct. Ok, tu dis ok. Le premier que je vais entendre, hein, ça va être compliqué. Alors aujourd'hui, les gars, le quiz, il va porter, bien sûr, sur le choc PSG-Bayern. Voilà, le choc du mardi, la Saint-Valentin. Et je vais poser quelques questions là-dessus. Alors, première question. Qui a marqué l'unique but de la finale PSG-Bayern en 2020? Coman. Elliot, un point. Je note avec mon petit stylo. Lors du quart de finale aller Bayern-Paris Saint-Germain en 2021, combien de fois le Bayern a tiré au but? Non. 32. Non. 37. Non. Allez, encore un tour. Léo était pas loin. Foutu, c'est fini pour moi. Léo, 34. Momo. Oh, je vais. 33. Je laisse. Non. C'est 31. 31, Elliot. 2 points pour Elliot. Oui, 2 points pour Elliot. Il a dit 32. Non, il a dit 33. T'as dit il était proche, il a dit 34. Non. Non. Et Léo, il a dit Léo, il a dit 32. J'ai dit Léo, il était pas loin. Ça fait 2 points pour Elliot. Maintenant, ça va être une question où je vais demander de citer quelque chose. Ça va être 1 point par bonne réponse. Par chacun, ça dépend qui répond. Ouais. Citez-moi des joueurs qui ont joué au Bayern et au PSG. Coman. 1 point pour Momo. Choupo-Moting. Oh, ils l'ont dit en même temps. Oh, ils l'ont vraiment dit en même temps. Il en reste un. Quoi-ci. Ah, Elliot, voilà. C'était les 3 seuls joueurs qui ont joué au Paris Saint-Germain. Mais attends, j'ai un point là. Ouais, t'as 1 point. Et lui, il en a 3. Est-ce que, Elliot, tu donnes ton point à Léo parce que vous avez dit en même temps et que t'as déjà 2 points? Non. Je suis là pour abattre. Il a raison, j'aurais fait pareil. Alors, 3 points pour Elliot, 1 point pour Momo. Ah mais Kouassi, il a joué au PSG, Il a joué au PSG. Je suis désolé, il a joué au PSG. Coman, Kouassi, Choupo. Bref. Il a autant joué au PSG que moi j'ai joué au Bayern. Là, c'est une question pour chacun d'entre vous. Genre là, je vais dire une question à Momo, une question à Elliot et une question à Léo.
Ok. Je vais commencer par Elliot. Elliot, cite-moi les 3 meilleurs buteurs de l'histoire du Bayern. Moi, je l'ai. Muller, Lequel? Gérard. Non, Gerd, calme-toi, y a pas de Gérard. Non, il s'est trompé. Ça veut pas Non, dire- mais il a dit Müller, il sait. Ça fait 1, c'est le premier. Il en manque 2. Ah, Lewandowski Lewandowski, et l'autre Muller. 3. C'est juste. Un point pour Elliot. Facile, Léo. Facile, mon gars, Léo. facile. Cite-moi les 3 meilleurs buteurs de l'histoire du PSG. Cavani, Oui, Mbappé, Zlatan. exactement. 200, 196 et 156. Et Momo, cite-moi les 3 meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Ronaldo, Messi. Le 3e. En 3, j'hésite entre Benzema et Lewandowski. Je vais dire Benzema. Et non. C'est Lewandowski. Dommage, oui, dommage. Benzema avec les 20 Ouais, ça doit être comme ça, parce que vraiment, Ah bah là... Ah, il a joué un but, hein. Non, pas du tout, parce que Benzema, là, vu qu'il était blessé tout le début de saison, il a pas mis de but en phase de poule, et Lewandowski l'en a mis. Ouais, mais Lewandowski s'amuse à marquer en poule aussi. Non, contre par contre, le Slavia Prague. Lewandowski, 91 buts. Non, mais j'ai pris 2 points là. Ouais, non, 0, fallait Non, avoir les 3. non, fallait avoir les 3. Ah, donc tu prends 1 point. Ouais. Donc là, il a 4, 1, 1. Facile. Et du coup, Lewandowski, il avait 91 buts, et Benzema, 86. Waouh, c'est. La dernière question, elle vaut 4 points, parce que là... La dernière question vaut 4 points. Là, ça va être rapidité, hein, c'est pas comme il y a 2 secondes. Parmi ces 4 joueurs, qui sont les 2 qui comptabilisent le plus de buts face au Bayern de Munich? Cristiano, Aubameyang, Neymar, Messi. Cristiano Messi. Non. Aubame, Cristiano. Lequel a le plus. Lesquels? Aubame, Cristiano. Léo a gagné. Ouais, c'est honteux, c'est honteux. Moi, je demande un remboursement, là. C'est honteux. Un de ces honteux. Bref. Là, en vrai, il y a une petite égalité avec Elliot. Et là, et entre Elliot et Léo, il y a une petite égalité. Est-ce que je ferai une question surprise Une petite question bonus. que je n'ai pas préparée? Et je vais faire une petite question. Laissez-moi réfléchir de quelques instants. Pouvez-vous me dire qui a fait la passe décisive à Coman en 2020 lors de la finale? Muller. Et Léo a gagné. Oui, Léo vainqueur. Léo vainqueur. Momo avait la réponse, mais ça servait à rien. Comment il a la réponse? Il est meilleur au jeu. Test. Voilà. Et Léo qui gagne une remontada, qui gagne le quiz PSG Bayern. Bravo à Léo. Léo, vas-y. Je porte un critère blanc, vous pensez c'est pourquoi alors. Ah oui, vamos. Je peux pas te faire de site, je peux pas te répondre parce que après la chaîne elle va être ban. Ah, Hop là. ouais, carré. C'est la fin du quiz, bravo à Léo. Voilà, on peut applaudir s'il vous plaît. Ouais. Oh, pas de mauvais perdant ici, gamin. Donc voilà les gars, c'est la fin de ce quiz et c'est la fin de cette émission. J'espère que vous, tout d'abord, ça vous a plu. Les gars, Léo, Elliot, Momo, vous avez kiffé? Vous avez kiffé? Ouais, merci. Voilà, Merci, quand tu veux, on refait, hein. voilà, c'est la première et c'est sûrement pas la dernière. Voilà, comme on a dit les gars, c'est la première fois qu'on fait ça. C'est un format appel vidéo. Voilà, j'essaie de changer un peu, d'apporter de nouveaux concepts dans la chaîne. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Momo, à vous abonner à son TikTok, à suivre les comptes de Elliot et Léo sur Twitter, Elliot900, enfin Benit900. Et Phrase de foot sur Insta pour Léo. Voilà, donnez-leur de la force les gars. Il le mérite, voilà, on a parlé pendant 1h30 avec vous. Il mérite toute cette force. On essaiera de faire des... Attends, juste de spi, Elliot. On essaiera de faire une émission en réel. À partir, je sais pas, on va essayer de voir selon nos budgets. Mais une émission en réel. En réel, c'est mieux qu'en appel. On verra. Mais on vous promet rien, mais ça arrivera un jour. Elliot, tu voulais dire quelque chose? Abonnez-vous au compte de Walid Soltani sur les frères. C'est incroyable. Là, regardez ce qu'il nous propose. Qui nous propose ça? Qui? Non, franchement, merci Walid. Bien, Walid. Merci. Merci. C'est le futur. Et franchement, Walid, merci pour l'invite. Ah, y a pas de souci les gars. Par le monde des coupes. Y a Franchement, masterclass. Et non, quand tu veux, on fait. Merci mes Marseillais et mon Lyonnais. Ça fait plaisir.
En tout cas, les gars, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu. Commentez, dites-nous c'est qui le GOAT du tennis, votre prono pour PSG Bayern, ce que vous pensez de l'OM, du Real. Dites-nous ce que vous avez pensé des sujets qu'on a traités aujourd'hui. Voilà, on va essayer de faire ça chaque semaine ou chaque 2 semaines. Voilà, je sais pas encore comment on va réguler ça, quand on va les tourner. Mais on va essayer de faire ça après la Ligue 1, après les championnats et avant la Ligue des Champions. De calibrer ça comme ça. On va essayer de lâcher des petites capsules sur les réseaux. Et en espérant vous revoir à bientôt. Et voilà, les gars, si vous avez un mot de la fin à dire aux abonnés. Abonnez-vous. Waouh. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. En tout cas, c'est un nouveau format pour nous. Donc, on essaie un peu d'apprendre avec vous de toute façon. Donc voilà, ça a été un pur plaisir. Voilà, on est là pour s'amuser de toute façon. On se régale. Donc voilà, il y a les Bayern, bien sûr. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Voilà, merci Léo. Et bah, c'est que la première et ça peut que s'améliorer, donc hâte d'être à la prochaine et attention l'after, on arrive prendre vos places. On arrive les gars, on arrive. On arrive. Allez, Bon, allez. à la prochaine l'équipe.